Très bien. Mesdames et messieurs, merci, merci, merci d'être là. Nous démarrons donc ce matin avec Loïc. Bon, comme tu n'as pas les photos dans l'ordre, présente le PowerPoint, c'est plus simple, Oui, et je vais je pense que c'est expliquer. plus simple, sinon on va un peu bugger. Très bien. Mesdames, on va démarrer, Loïc. Je pense qu'on a atteint un bon threshold. Il y a pas mal de gens connectés. On démarre Tout avec à un fait. exercice que j'aime bien faire. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran Team Entourage. J'aimerais bien qu'on mette Loïc Makosso en plein écran. C'est le moment de vérité, le brise-glace, N'est-ce pas? icebreaker, comme on l'appelle, où on veut découvrir Loïc sous un autre jour, sans connaître les portraits, les Wikipédia, les profils LinkedIn. On connaît tout ça. Mais là, moi, j'ai 5 questions pour toi. 5 questions courtes, Merci. réponses Oui, impactantes, courtes, straight to the point. très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Loïc, bonjour. Loïc, comment tu te définirais en 2 mots? 2 mots qui te caractérisent. Un leader ambitieux et je dirais visionnaire. Si tu dois J'ai dit choisir deux, trois. c'est trois. Il y en a trois. Privilégié. Alors, je dirais visionnaire et ambitieux. Très bien. Visionnaire et ambitieux. Deuxième question Tout à pour fait. toi, Loïc. Euh, Oui. Quelle est la principale leçon apprise durant ton parcours? Que quand on tombe, on doit se relever. Pas on peut, on doit. On doit. Pourquoi? Parce qu'il faut rester debout. C'est le titre de mon livre d'ailleurs. Il faut rester debout et si ce sont les morts qui sont couchés et quand on a envie, donc il faut être debout. Quand on tombe, on doit se relever. Je Tout à note. fait. Troisième question pour toi, Loïc. Quel est le conseil que tu donnerais au jeune Loïc d'il y a 20 ans? Mauvais casting, mauvais film. Ça veut donc dire quoi? Qu'il est important de choisir les personnes que l'on va fréquenter pour réussir sa vie. Donc mauvais casting, mauvais film. Bien choisir son entourage. Tout à fait. Bien choisir son entourage. Très bien. Quatrième question, pardon, pour toi, Loïc. Si tu étais un animal, Mhm. tu serais lequel et pourquoi? Un bélier. Le bélier, c'est Ariès. Et parce que le bélier, il fonce, il défie ses limites, il défie les obstacles. Et donc, je serai un bélier. Tout ça, c'est un peu logique hein, pour l'instant. Je vois le fil logique dans ta vie. N'est-ce Ouais. pas? Tout à fait. Mhm. Cinquième et dernière question pour toi, Loïc. Quelle est ta chanson préférée ou ta chanson du moment? Ah, euh, j'écoute beaucoup d'afrobeat. Oui, Alors, je dirais Keuf comment il s'appelle l'artiste là? C'est un Nigérian. J'écoute beaucoup d'afrobeat. J'ai pas de chanson préférée. Ça dépend de mon mood en fait, de mon tout humeur, à fait. en fonction de ce que je fais. Et lorsque je travaille, j'aime bien écouter de la musique classique. Quand je fais du sport, j'ai une musique aussi que j'écoute. Et quand je me détends, j'ai des musiques aussi. Quand je conduis, par exemple, j'écoute de l'afrobeat. Donc, j'ai pas forcément d'artistes préférés. Ça change et du coup, ils sont très créatifs, les nouveaux artistes. Moi, j'ai 46 ans. La tendance, ce serait d'être un peu old school, mais j'écoute bien aussi les jeunes là, qui sortent sur le marché et qui font de très bonnes choses d'ailleurs. Tout à fait. Donc, CAF, Oui. je pense que l'audience voit de qui il s'agit. Moi aussi, j'ai un blanc. Je t'enverrai le lien. Ça marche. Donc, top. Merci, Loïc, d'avoir joué le jeu. Donc, je résume Je t'en pour ceux prie. qui vont rejoindre rapidement. Loïc, en 2 mots, c'est le visionnaire et ambitieux. Sa principale leçon apprise durant son parcours, c'est quand on tombe, on doit se relever. Ce n'est pas une option de ne pas se relever. Le conseil qu'il donnerait au Loïc d'il y a 20 ans, c'est mauvais casting égale mauvais film. Donc, il est très important de bien s'entourer pour réussir. Si Loïc était un animal, il serait un bélier, parce que le bélier, il fonce et il défie, il repousse ses limites sans cesse. Et enfin, sa chanson du moment, c'est plutôt de l'afrobeat, parce que c'est le mood qui le définit actuellement. Bien résumé? Oui, oui, très bien résumé. Super. Très, Peut-être très un petit bien. mot sur Entourage, un petit mot sur l'initiative Entourage. Qu'est-ce que tu en penses, Loïc? Ben, c'est une félicitation, je te l'ai déjà dit toutes les fois qu'on s'est entretenu, c'est très bien ce que tu fais parce que tu permets de connecter, je vois un peu le public, hein, tu permets de connecter les Africains entre eux avec des personnes auxquelles ils peuvent s'identifier. C'est une excellente plateforme, c'est une excellente initiative. Il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et que je n'aurais peut-être jamais rencontrés et justement grâce à l'entourage, ben, on est là virtuellement en train de se parler, donc c'est une très bonne chose. Tout à fait.
Écoute, Loïc, merci pour ces gentils mots sur Entourage. Je vais prendre 2 minutes pour présenter brièvement l'initiative parce qu'il y a plein de gens qui nous ont rejoints qui ne connaissent pas forcément Entourage, vu que chaque semaine, Mhm. les experts changent. Donc, chaque semaine, c'est une nouvelle audience. Donc, j'en profite pour prendre 2 minutes pour présenter Entourage et après, on démarre avec ta keynote. Ça te va? C'est parfait. Parfait. Normalement, tu vois mon écran là, hein. J'ai partagé mon écran. Tout à fait. Je vois Très ton bien. écran. Parfait. Mesdames On et dirait une messieurs, photo de livre d'ailleurs. une photo de... La photo que tu as mise, on dirait la photo d'un livre. C'est vrai, là. La Tout photo avec, oui, à droite, à là. vu, là. On retravaille un petit peu tout ça pour plus d'impact. Bon, c'est très bien. Merci Loïc, merci. Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Je me présente, je suis Raodat Aminou, je suis la fondatrice de cette initiative Entourage dont Loïc vient brièvement de présenter les contours. Entourage, c'est quoi? Mesdames et messieurs, si vous avez un projet ambitieux en Afrique, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être un projet de votre carrière que vous voulez démarrer ou relocaliser en Afrique, mais vous ne savez pas par où commencer, vous savez quoi? Arrêtez de chercher. Dorénavant, vous avez l'ambition, nous avons les experts. Avec nos experts, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà quelques images, un échantillon d'images de visages que vous connaissez certainement. Nous avons mis en place une plateforme pour démocratiser l'accès à l'expertise de premier plan en Afrique. Notre vision avec Entourage et nos experts, c'est d'accélérer votre trajectoire à vous en Afrique parce que nos experts, c'est des devanciers. C'est des experts qui sont reconnus comme les meilleurs de leur domaine, qui aujourd'hui sont des devanciers qui ont rencontré les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que vous, qui les ont surmontés avec du succès, mais des fois avec des échecs, et ils sont prêts à vous partager les recettes, les clés de ces succès pour vous éviter de faire les mêmes erreurs qu'eux. C'est des experts qui sont des décideurs. Comme Loïc, beaucoup d'entre eux sont chefs d'entreprise aujourd'hui. Ils ont plus de 20 ans d'expérience en moyenne et ils sont en position de vous apporter des opportunités de business ou de carrière. Et enfin, c'est des experts qui sont des facilitateurs qui peuvent vous connecter et vous mettre en relation avec le bon contact si votre projet rentre dans leur vision ou si votre projet les séduit globalement. Et tout se passe sur la plateforme Entourage, www.entourage.africa. Avec Entourage, on s'est lancé en septembre dernier, hein. On a déjà 80 experts de premier plan qui nous ont rejoints. Chaque mois, on rajoute 5 experts. Ça nous prend beaucoup de temps de faire la due diligence, de vérifier la crédibilité, la véracité de l'expert pour être sûr qu'ils sont capables de vous accompagner. Donc, c'est 80 experts de premier plan sur Entourage aujourd'hui. À eux tous, ils couvrent plus de 35 secteurs en Afrique. C'est 36 pays sur lesquels ils ont travaillé. Donc, globalement, ne cherchez plus, vous avez le problème. La réponse est sur Entourage. On trouvera l'expert pour vous accompagner. Et 50% de nos experts reversent aujourd'hui leurs gains à des associations. Concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est une plateforme. On vous permet de réserver des appels vidéo payants de 30 minutes à 60 minutes avec l'expert de premier plan pour que vous puissiez lui exposer votre problématique et vous allez recevoir des conseils personnalisés pour développer votre carrière ou votre business en Afrique. Donc, comme vous l'avez compris, hein, grâce à Entourage, dorénavant, vous allez accéder à des experts de qualité qui d'habitude ne sont pas accessibles. Vous allez obtenir des conseils personnalisés et concrets sur votre carrière ou votre business. Et ainsi, vous allez atteindre beaucoup plus rapidement votre objectif en Afrique. Donc, avec Entourage, vous faites des pas de géant. C'est rapide, c'est fiable et c'est ancré localement. Dorénavant, les doutes sont finis. Ne prenez plus les décisions à l'aveugle. Comme j'aime le dire, avec Entourage, accédez à la bonne expertise pour agir avec clarté et confiance. Et tout ça, c'est un accompagnement qu'Entourage offre avec ses experts. On vous aide à identifier le bon expert. On vous aide à préparer la session en amont avec l'expert. Vous avez 1h15 d'échange avec l'expert comme Loïc en tête à tête pour avoir vos réponses. Et ensuite, on vous accompagne, nous, l'équipe entourage, à travers un suivi pour être sûr que vous arriverez à mettre en pratique les conseils de nos experts. Voilà tout. Avant de vous lancer dorénavant dans votre projet en Afrique, validez-le avec un expert sur entourage. Ça vous évitera des pertes de temps, de l'énergie, des pertes d'argent. Et il y a plein de clients qui l'ont déjà testé, qui évaluent notre service au quotidien, qui évaluent nos experts au quotidien et qui nous disent qu'ils sont tous boostés, éclairés et qu'ils osent avancer beaucoup plus rapidement en Afrique. Donc, c'est beaucoup de parcours transformés. Et tous les samedis, un de nos experts joue le jeu et il vient nous former sur sa thématique de prédilection, sur son expertise pour nous accompagner et nous faire monter en compétence avec lui. Et ce samedi, c'est M. Loïc Makosso qui nous fait l'honneur de nous former sur sa thématique qui est comment est-ce qu'on réussit sa levée de fonds en Afrique, quelles sont les stratégies concrètes pour convaincre les investisseurs. Donc, Loïc, la parole va être à toi dans 1 minute, le temps que je conclue en disant à tout le monde que cette masterclass est enregistrée et sera disponible sur YouTube pour que vous puissiez la regarder à nouveau à tête reposée. Merci à tous. Loïc, la parole est à toi. Je partage ton écran. Merci.
Tout à fait. Merci beaucoup, Raodat. Merci beaucoup pour cette initiative. Et donc aujourd'hui, et merci à tous déjà qui avaient pris le temps de vous connecter ce matin, hein. C'est une preuve déjà de l'intérêt que vous vous accordez, parce que justement, si un jour vous avez l'occasion de venir dans nos bureaux chez Ariès, vous verrez que l'une des règles que l'on doit s'appliquer, que je m'applique moi-même, c'est investir en soi. Et donc, en prenant ce temps-là pour m'écouter, pour vous connecter sur cette plateforme, vous investissez en vous et naturellement, quand on investit en soi, on a des retours. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de réussir sa levée de fonds en Afrique parce que vous êtes nombreux justement à vous interroger sur comment on lève des fonds en Afrique. Alors effectivement, il faut savoir que depuis quelques années, le paysage s'est enrichi de nouveaux acteurs et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter brièvement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Loïc Makosso, je dirige Ariès Investissement, qui est une banque d'affaires et concrètement, nous accompagnons nos clients dans la structuration et le financement de leurs investissements. Pour faire simple, nous accompagnons nos clients qui sont des entreprises lorsqu'elles souhaitent lever des fonds. Alors, lorsqu'on souhaite lever des fonds, comment on fait? C'est justement l'objet de cette masterclass. Donc, je vais demander à Raodat de passer au slide suivante. Donc, moi, j'ai un profil de juriste d'affaires. D'abord, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises, que ce soit en France ou même ici au Congo. Donc, j'ai travaillé pour ceux qui connaissent le Congo pour la SNPC, pour la B2AC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et depuis 2015, je m'occupe d'Ariès Investissement, qui, comme je vous l'ai dit, conseille des entreprises qui souhaitent lever des fonds. Nous pouvons passer à la slide. Alors, aujourd'hui, la formation d'aujourd'hui, ou en tout cas la masterclass d'aujourd'hui, a plusieurs objectifs. Premièrement, comprendre ce que recherchent les investisseurs en Afrique, savoir comment construire un pitch crédible et impactant, et enfin, optimiser sa stratégie de financement pour maximiser ses chances. Pourquoi il est important de comprendre ce que recherchent les investisseurs? Je vous ai dit que le paysage a beaucoup évolué. Vous avez de nombreux acteurs. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît? Comme ça, je vais me... Voilà. OK. Voilà. On peut rester ici. Voilà. Donc, vous avez de nombreux acteurs aujourd'hui qui inondent l'espace de l'environnement, de l'investissement en Afrique. Vous avez, par exemple, des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entités qui apportent du capital à des entreprises qui souhaitent se développer. Les fonds d'investissement, il y en a dans différents secteurs aujourd'hui. Cette année, pardon, en 2023, c'est pas plus de 450 opérations qui ont été réalisées en Afrique et 1,1 milliard de dollars qui ont été accordés à des start-upers. Et chacun d'eux investit selon un cycle de l'entreprise. Vous avez des fonds qui font ce qu'on appelle de l'amorçage, c'est-à-dire qui apportent des ressources à des entreprises qui débutent. Vous avez des fonds qui font du développement, qui apportent donc des ressources à des entreprises qui souhaitent se développer. Et enfin, vous avez des fonds qui apportent des ressources qui souhaitent passer à un secteur, enfin, qui souhaitent passer à une étape supérieure de leur développement. Donc, vous avez plusieurs fonds d'investissement et qui ont chacun leur catégorie. Vous avez également des fonds d'impact qui, eux, contrairement aux premiers, ils regarderont le rendement financier, mais également social. Quel est l'impact que votre entreprise a? Quel est l'impact que votre projet pourrait avoir? Enfin, vous avez les business angels ou family office. Ce sont souvent des familles d'industriels qui décident d'accorder ou de consacrer des ressources à des entrepreneurs qui débutent. Donc, tous ces investisseurs-là, confondus, ont chacun une logique d'investissement qu'il importe de connaître lorsqu'on souhaite lever des fonds. Une entreprise qui est établie comme MTN ne va pas forcément regarder le même investisseur qu'une entreprise qui débute. De plus, les fonds d'investissement, ils ont des tickets, ce qu'on appelle des tickets d'investissement. Vous avez des fonds qui investissent entre 10 000 euros et 500 000 euros. 10 000 euros, ça vous fait en francs CFA 6,5 millions et 500 000 euros, on est un peu moins de 325 millions de francs CFA. Donc, si vous avez un projet qui fait 5 000 euros, vous ne pourrez pas vous adresser à un investisseur qui vous dit que lui, il n'investit qu'à partir de 10 000 euros. Si vous avez un projet qui fait
10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA, vous ne pouvez pas vous adresser à un fonds qui, lui, vous a dit qu'il fait des investissements compris entre 10 et 500 000 euros. Donc, il est important de bien les connaître et c'est ce rôle-là que nous avons vis-à-vis de nos clients. Mes collaborateurs et moi avons développé une base de données qui comprend l'ensemble des fonds d'investissement qui investissent en Afrique. Et donc, en fonction des caractéristiques de votre projet, nous allons les rentrer dans notre base et ensuite, notre base va nous dire quel est celui que nous pouvons contacter pour vous accompagner par la suite dans votre projet d'investissement. Enfin, les fonds d'investissement, ils recherchent des projets qui répondent à leur philosophie d'investissement. Vous avez par exemple des fonds qui vont vous dire que eux, ils investissent dans la santé, dans l'éducation, l'énergie par exemple. Si vous avez un projet qui est dans l'agriculture, ça ne sert à rien de contacter un fonds qui, lui, pardon, investit dans l'énergie. D'accord? Et regarde, au-delà du projet, les fonds s'intéressent également à l'équipe. Et pour ça, il y a un exemple que j'aime bien employer, c'est imaginer que vous soyez dans votre voiture, vous êtes donc le chauffeur de votre véhicule et qu'une personne souhaite monter dans votre voiture parce qu'elle s'aperçoit que vous allez, pardon, dans la même direction. Vous allez à Pointe-Noire, par exemple. Et vous dites, écoutez, moi, dans ma voiture, j'ai 4 places, je peux prendre une personne. Naturellement, cette personne-là voudra s'assurer que vous savez conduire. Cette personne-là voudra s'assurer que votre véhicule est en bon état pour pouvoir arriver à Pointe-Noire. C'est évident. Et c'est pareil pour donc un investisseur. Un investisseur en capital, fonds d'investissement, il va apporter du capital à une entreprise pour lui permettre de se développer. Dans l'exemple que je vous ai dit, la personne qui rentrerait dans votre voiture va vous dire, écoutez, moi, ma participation, c'est par exemple vous apporter du carburant pour que vous participez aux frais de carburant pour que vous arriviez à Pointe-Noire. C'est ce que ferait un capitaine investisseur. Lui, il vous apporte de l'argent. L'argent que vous n'avez pas, les fonds que vous n'avez pas, il vous les apporte. Par contre, il voudra s'assurer que vous savez conduire. Il voudra s'assurer que votre voiture est en état de rouler. Autrement, ça ne sert à rien qu'il mette du carburant dans une voiture qui ne peut pas rouler. C'est évident. Donc, l'investisseur va au-delà du projet, qui est d'aller à Pointe-Noire, par exemple. L'investisseur voudra s'assurer que vous êtes capable de mener, de rouler sur le trajet, de mener à bien votre véhicule jusqu'à Pointe-Noire. C'est ce que l'investisseur va regarder. Donc, il va vous dire, OK, moi, si vous m'assurez que vous savez conduire, que votre voiture a ses papiers, que, elle est en bon état, OK, moi, je consens à mettre du carburant dans votre voiture, des capitaux, pour que nous puissions, parce qu'à ce moment-là, il est avec vous dans la voiture, je consens à mettre du carburant pour que nous puissions aller à Pointe-Noire. D'accord? Et donc, un capital investisseur raisonne comme ça. Il va, au-delà du projet, s'intéresser à l'équipe qui va piloter le projet. Est-ce que toutes les compétences sont réunies pour réussir le projet? Parce qu'il faut savoir une chose. Lorsque deux personnes s'associent, en l'occurrence, un entrepreneur qui a un projet et un investisseur qui apporte du capital, il faut s'assurer que les intérêts soient alignés. L'entrepreneur, lui, il veut des fonds pour développer son entreprise. L'investisseur, lui, il dit, moi, je vais mettre 100 dans cette entreprise avec l'objectif de gagner 110, 115 ou 120. D'accord? Donc, il doit naturellement sélectionner de manière, avec précaution, on va dire, ou de manière rigoureuse, le projet, l'entreprise dans laquelle il va investir. Donc, je vous ai dit, on regarde l'opportunité. Est-ce que le projet que l'on veut développer va intervenir dans un marché en croissance? Est-ce qu'il répond à des besoins? Parce que n'oubliez pas une chose, vous êtes des entrepreneurs, vous devez développer des projets qui répondent à des besoins. Raodat, ici, par exemple, elle a développé sa plateforme parce qu'elle a constaté, et je pense elle l'a dit plutôt, elle a constaté qu'il y avait des besoins d'accompagnement par des experts. Alors elle dit, j'ai créé mon projet, j'ai créé cette plateforme pour rassembler des personnes qui ont des besoins particuliers avec ceux qui peuvent y pourvoir. Donc elle répond à un besoin en Afrique. Et elle répond aussi à ce besoin de personnes qui n'ont peut-être pas forcément les ressources pour contacter des cabinets beaucoup plus gros ou mieux établis. Alors, elle a développé une plateforme qui répond à un besoin. Donc, c'est pareil pour vous. Vous développez un projet, assurez-vous que votre projet réponde à un besoin, premièrement. Deuxièmement, quand vous avez identifié le besoin, est-ce que vous avez les hommes pour
développer votre projet. Ensuite, est-ce que quand ces hommes-là vont travailler ensemble, est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est là qu'on parle de la gouvernance. Est-ce que les informations vont circuler parfaitement entre les membres de l'entreprise? Sachez aussi que quand vous appelez un investisseur, vous lui devez des informations. Est-ce que vous êtes capable de les lui délivrer? D'accord? Et j'ai coutume de dire que pour qu'un projet réussisse, il faut trois ingrédients. Le temps, la connaissance slash la compétence et l'argent. Ce sont ces trois critères qui déterminent la réussite ou le succès d'un projet. L'investisseur, lui, il va vous apporter de l'argent que vous n'avez peut-être pas. D'accord? Vous devez consacrer du temps à votre entreprise. Et deuxièmement, il faudrait que dans votre entreprise, ou que vous-même, vous ayez les connaissances et les compétences. C'est la raison pour laquelle, lorsque je rencontre des entrepreneurs qui me disent, moi j'ai un projet, mais je suis encore salarié quelque part, etc., etc., vous ne pouvez pas intéresser un investisseur parce qu'il va réaliser que vous n'avez pas forcément le temps à consacrer à votre entreprise. Lui, il met de l'argent dans une entreprise avec l'objectif de rentabiliser son investissement. Alors, il doit s'assurer que la personne qui va conduire son véhicule est concentrée sur ce qu'il fait. Autrement, il ne peut pas investir. Est-ce que vous me suivez? Ça fait un peu bizarre de parler tout seul comme ça parce que je n'ai pas d'écho, je n'ai pas de retour, mais je... Mesdames et messieurs, on a activé les réactions. N'hésitez pas à faire des pouces pour Loïc pour qu'il voit Voilà. si vous arrivez à suivre. Donc, je répète, Alors, les trois clés. Loïc, tu peux répéter, s'il te plaît, les trois recettes pour qu'un projet réussisse. le temps, la connaissance slash compétence et l'argent. Il est rare de trouver une personne qui a ces trois critères. C'est la raison pour laquelle il faut s'associer. Ici, clairement, on s'associerait à un investisseur pour qu'il apporte des fonds pour vous permettre de développer votre projet. D'accord? Alors les questions, on les prend à la fin, c'est ça? Puis, on prend la fin. Là, c'est vraiment ta keynote, là. D'accord, très bien. Donc, je disais, premièrement, il faut bien connaître l'investisseur, s'assurer que votre projet correspond à ce que lui, il recherche. Si vous avez un projet dans l'énergie, inutile de parler à un investisseur qui ne n'investit que de la technologie. Deuxièmement, c'est l'équipe. Est-ce que l'équipe a les connaissances et les compétences pour développer le projet? Troisièmement, on pourra rajouter le rendement. Qu'est-ce que ce projet-là rapporte? Est-ce qu'il s'inscrit dans un secteur en pleine croissance? Et enfin, on pourra dire la gouvernance. Comment la société est gouvernée? Est-ce que quand on investit son argent dans une entreprise, on est sûr que le dirigeant va prendre les meilleures décisions dans l'intérêt de l'entreprise? Et je vais vous raconter une histoire. Ceux qui connaissent Google, par exemple, à un moment, Google ce sont des ingénieurs qui se sont rencontrés à l'université, ils ont une idée de créer Google. Eux, techniquement, ils étaient bons, mais ils n'étaient pas câblés, entre guillemets, comme des entrepreneurs. Donc, ils n'avaient pas la compétence pour diriger leur entreprise. Ils ont contacté un capital investisseur, pardon, s'est rapproché d'eux, il leur a dit, OK, ce que vous faites est très intéressant, mais par contre, vous ne dirigerez pas l'entreprise. On va désigner un dirigeant, quelqu'un qui va diriger l'entreprise, et vous allez vous occuper de la partie technique. Ça veut donc dire que vous pouvez avoir l'idée, mais ce n'est pas forcément vous qui allez diriger l'entreprise. Avoir une idée et diriger l'entreprise, c'est deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, moi, j'ai une idée d'Ariès, mais je ne dirige pas seul. J'ai un associé qui m'accompagne dans certaines décisions parce que je n'ai pas toutes les compétences nécessaires. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous créez votre entreprise, c'est vrai qu'au départ, vous êtes seul, mais ayez le réflexe de vous associer, de rechercher les compétences que vous n'avez pas pour pouvoir intéresser des investisseurs. Voilà. Alors, donc, je pense que, alors, on revient ce que les investisseurs n'aiment pas. Pardon. Donc, la slide d'avant. Recule, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc, ce que les investisseurs, vas-y après, tout de suite après. Voilà, ici. Ce que les investisseurs craignent, ce sont des modèles économiques non éprouvés. Comment concrètement vous allez gagner votre argent? Vous devez expliquer à l'investisseur comment l'entreprise dans laquelle il va investir va gagner de l'argent. L'opacité financière ou juridique. Vous devez donner toutes les informations pour qu'il puisse prendre sa décision. Certaines entreprises se survalorisent, c'est-à-dire que
au moment où l'investisseur va prendre sa décision d'investir dans votre entreprise, il faut savoir que l'investisseur, quand il apporte des fonds dans une entreprise, en contrepartie de cela, il reçoit des actions ou des parts sociales. Ces actions-là ont une valeur. Lorsque l'on crée l'entreprise, initialement, que ce soit une SARL ou une société anonyme, la valeur des actions nominales, c'est 10 000 francs. Mais il se peut que votre entreprise, de par son vécu, il se peut que ces actions valent 10, 30, 20, 30 000, voire beaucoup plus. Mais ça, c'est un travail qui se fait. Et souvent, certains entrepreneurs survalorisent. Ils vont valoriser une action à 100 000 francs alors que peut-être qu'elle vaudrait que 20 000. Donc, il y a ce travail-là qu'il faut faire aussi. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le manque de préparation. Pas de business plan fiable, pas de stratégie claire pour l'utilisation des fonds. Lorsque vous allez voir un investisseur, vous devez lui dire, voilà, moi je veux, vous m'excuserez, hein, je vais parler beaucoup en euros parce qu'on s'adresse à des investisseurs qui utilisent cette monnaie-là. Donc, lorsque vous allez voir un investisseur, vous lui dites, moi je veux 1 million d'euros pour mon projet, soit 650 millions de francs CFA. On va vous dire, OK, vous voulez cet argent pour faire quoi? Vous devez lister exactement à quoi vont servir les fonds. Vous n'allez pas voir un investisseur pour lui dire, moi, je veux 1 million d'euros parce que je veux me payer un salaire de 10 millions par mois. C'est, comment on appelle ça? C'est rédhibitoire. Personne ne vous suivra si vous dites ça. Par contre, si vous dites, je veux 1 million d'euros parce que je produis des oranges. Aujourd'hui, je veux les transformer. Je veux faire du jus de fruits. Il me faut telle machine pour pouvoir justement transformer ma production. Là, ça part. Donc, vous devez être clair quant à l'utilisation des fonds. Et donc, et ce que vous devez faire également, c'est montrer que vous comprenez les risques. Vous êtes dans le business de l'énergie. Quels sont les risques que vous pouvez rencontrer? Vous devez lui montrer quels sont les risques. Le principal risque, par exemple, si vous produisez de l'électricité, c'est qu'on ne vous paye pas. Alors, concrètement, comment on fait pour gérer ce risque-là? Vous devez le démontrer à l'investisseur qui vous suit et vous devez avoir des réponses concrètes. Vous devez vous positionner comme quelqu'un qui connaît de manière intime le secteur dans lequel il veut développer son entreprise. Si c'est l'énergie, si c'est la fintech, si c'est l'agriculture, vous devez démontrer que vous connaissez le secteur dans lequel vous souhaitez mobiliser des fonds, en tout cas dans lequel vous souhaitez développer votre entreprise. Et vous devez être clair enfin, sur le potentiel de retour, qu'il soit financier ou l'impact. Par exemple, en mobilisant 1 million d'euros, je pense que je vais employer 100 femmes dans mon village qui vont participer à la récolte des oranges, ou enfin bref, ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'impact, c'est ça. Combien de personnes on emploie? Combien d'emplois on crée? Qu'est-ce que cela va apporter à la communauté dans laquelle l'entreprise se développe? Ça, ce sont des informations importantes qu'il faut également apporter à l'investisseur, bien entendu, selon le type d'investisseur. Vous avez des investisseurs qui vont se focaliser sur l'impact financier et il y en a qui vont se focaliser sur l'impact financier, mais également sur l'impact social, etc., et même environnemental. Donc, il faut vraiment et c'est la raison pour laquelle il est impératif, parce que ce n'est pas forcément votre métier, c'est la raison pour laquelle il est impératif de se faire accompagner par un leveur de fonds comme Aries, qui a une connaissance précise de ce que recherchent les investisseurs pour pouvoir mettre en face du bon projet le bon investisseur. Slide d'après. Enfin, donc je disais, un bon projet ne suffit pas. Il faut pouvoir, il y a ce qu'on appelle le storytelling. Quelle histoire on raconte par rapport à votre projet? Raodat peut nous expliquer pourquoi elle a décidé de créer sa plateforme. Elle peut nous le dire, parce que peut-être qu'elle, un jour, elle s'est retrouvée dans une situation où elle avait besoin d'accéder à un expert, et elle s'est dit, mais si moi j'ai ce besoin-là, il est fort probable qu'il y en ait d'autres qui aient besoin d'experts aussi, alors je vais alors apporter une solution. N'est-ce pas, Raodat? Donc, vous devez faire un storytelling. Pourquoi vous faites ce Exactement projet? ça. Nous, par exemple, aujourd'hui, on a créé une société dans l'énergie qui s'appelle Aries Énergie. Pourquoi on crée Aries Énergie? Nous habitons à Brazzaville, nous savons qu'il y a des problèmes d'énergie. Eh bien, nous voulons que Aries Énergie soit cette société qui va apporter des solutions. Vous devez expliquer ça aux investisseurs. Pourquoi? Alors, c'est ça, hein. Là, tu vas trop vite, je crois. C'était cette slide-là? Voilà, oui, voilà. Donc, vous devez dire à l'investisseur quel problème votre projet entend résoudre. Le problème doit être clair, urgent et ressenti sur le terrain. Et vous, quelle solution apportez-vous? Avec Aries Énergie, on s'est dit, nous allons pouvoir apporter des solutions
pour la fourniture de solutions énergétiques, par exemple. Vendre des batteries, vendre des panneaux solaires, ça peut être des solutions, n'est-ce pas? Donc, votre solution doit être innovante. Même dans le jargon, on parle de disruptif. Qu'est-ce que vous faites de différent? Qu'est-ce que vous faites qui ne se faisait pas auparavant? N'est-ce pas? Quel est votre marché? Est-ce que la solution que vous entendez apporter est exécutable sur la place de Brazzaville, de Cotonou ou d'Abidjan? N'est-ce pas? Quelle est la taille? Quel est le marché? Quelle est donc la taille du marché? Quelle est sa dynamique? Quel est le potentiel? Est-ce que vous avez des chiffres sur ce marché-là? Aujourd'hui, on va dire par exemple que 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. C'est un marché. Combien de Congolais n'ont pas accès à l'électricité? Combien de millions n'ont pas accès à l'électricité pour justifier de créer une entreprise qui travaille dans l'énergie ou qui fournit des solutions énergétiques? Ce sont des informations que vous devez pouvoir apporter. Vous devez montrer votre connaissance du terrain, vos compétences et vos réseaux. Alors, les compétences, c'est quoi? Moi, je suis ingénieur en électricité, par exemple. Donc, je sais faire, je peux développer un projet énergétique sur le terrain. Je sais comment marche une centrale solaire. Je sais comment on peut installer des solutions énergétiques. Votre réseau, c'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être déjà, grâce à votre réseau, est-ce que vous avez des clients? Les réseaux, c'est quoi? Ça peut être faire partie d'une chambre de commerce, faire partie d'un patronat, etc., etc. Moi, par exemple, lorsque j'ai lancé Ariès Investissement en 2015, la première chose que j'ai faite, c'est rencontrer mes pairs. Alors, je suis allé, mon premier voyage, c'était à Abidjan. Je suis allé aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement et là-bas, j'ai rencontré tous ceux qui font la même chose que moi. Donc aujourd'hui, ce sont des gens avec qui je parle, avec qui j'interagis et avec qui on échange des informations. Vous êtes des entrepreneurs. Si tu es entrepreneur dans la technologie, dans l'énergie, tu dois savoir ceux qui font la même chose que toi. Tu dois pouvoir, et de telle sorte que si tu n'as pas les compétences chez toi, tu peux peut-être prendre chez ceux que tu connais. Donc, il faut développer un réseau. Et comment développer un réseau? C'est être là où il y a des gens qui parlent la même langue que toi. Tout simple. Voilà. Donc, vous devez enfin expliquer comment un investisseur gagne son argent. Concrètement, comment il va gagner en investissant dans votre entreprise, comment il gagne. Vous devez lui dire, voilà, nous avons X mille prospects qui pourront, parce qu'on a fait une étude de marché, qui pourront adopter la solution que nous proposons et voici comment vous pourrez gagner de l'argent. L'investisseur, lorsqu'il investit, il met du capital dans votre société. Il devient donc actionnaire et en contrepartie, il reçoit des dividendes. Enfin, l'investisseur qui vient, un capital investisseur, il vient pour une durée limitée. Il va être avec vous pour 5 ans, pour 7 ans ou pour 10 ans. Au bout de la 10e année, il va vous revendre ses parts ou ses actions que vous allez naturellement racheter soit à un prix convenu ou à la valeur qui aura été déterminée au moment de la cession. Donc ça, ce sont des questions aussi qu'il faut, ce sont des points qui doivent faire l'objet de discussion lorsque vous abordez un investisseur. Et vous devez, dans votre discours, vous devez montrer que vous êtes crédible. Ça veut donc dire que vous avez une excellente connaissance de votre produit et de votre environnement dans lequel vous entendez évoluer. Voilà, donc on peut passer à la slide après. Alors, beaucoup d'entrepreneurs commettent des erreurs. Et je vais vous raconter une histoire. En 2015-2016, nous travaillions avec un entrepreneur qui, pour ma part, avait un projet innovant. Il était dans le traitement, dans la collecte et le traitement des déchets. Nous avions identifié un investisseur qui était séduit par son projet et qui voulait investir de l'argent dans sa société. Et l'erreur qu'il a faite, et nous n'avons pas forcément été vigilants parce qu'on a prévenu, mais on n'a peut-être pas insisté. L'erreur qu'il a faite, c'était de mentir. Il a menti sur ses chiffres. Il a menti sur ses capacités. Mais ça se détecte très rapidement. Ça, c'est rédhibitoire. Donc, vous mentez sur qui vous êtes à la personne qui est censée s'asseoir à côté de vous. Ça, c'est quelque chose qui fait prendre la porte à un investisseur. Donc, lorsque vous discutez avec un investisseur, euh, vous devez démontrer que vous avez une connaissance de votre projet. Donc, vous devez utiliser le jargon approprié à votre projet qui correspond au secteur dans lequel vous êtes, sans pour autant enjoliver les choses. Vous devez expliquer, vous devez être capable d'expliquer comment vous gagnez de l'argent. Si vous ne le faites pas, ça ne donne pas envie à quelqu'un d'investir dans votre projet. Vous devez présenter des prévisions réalistes. Si vous présentez des prévisions irréalistes, on part dans le mensonge aussi.
Ce qui fait fuir un investisseur, c'est un entrepreneur qui n'est pas capable, qui enjolive la réalité et qui ne présente pas les risques. Parce qu'une entreprise rencontre des risques. Comment on gère les risques liés au projet, liés à l'environnement? On doit être capable d'expliquer ça. D'accord? Et vous devez euh, être précis dans la gouvernance. Au cas contraire, ce sont des choses aussi qui font fuir. La gouvernance, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles qui participent à la direction d'une société. Qui prend les décisions dans votre société? Comment vous les prenez? Est-ce que vous les prenez toutes seules? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est aux finances, quelqu'un qui est au RH, etc. Bref, il y a des règles qui sont mises en place dans une société. Et donc, pardon, ces règles-là participent à la gouvernance. Alors, les bonnes pratiques, c'est quoi? Dans le jargon, on parle de pitch. Pitch, c'est un document qui vous permet d'expliciter votre projet. Votre pitch, le pitch deck doit être clair, n'est-ce pas? Il doit être structuré. Il doit être structuré. Vous devez présenter des exemples concrets, clients type, études de cas, prototype, chiffre d'affaires en croissance. Il faut qu'il y ait une cohérence entre votre narration, ce que vous dites, et les documents que vous présentez. Enfin, vous devez expliquer ce que vous allez faire des fonds qui vont vous être apportés. Vous devez être précis. C'est pas juste dire je veux 10 millions d'euros et ensuite, oui, on va voir ce qu'on va en faire. Non, vous devez dire ce que vous allez faire de cet argent-là qui va vous être apporté. Voilà. Et donc, pour cela, vous devez connaître vos besoins. Je veux lever 1 million d'euros, 10 millions d'euros. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Pour quelle durée? À quoi vont servir les fonds? Est-ce que c'est pour acquérir du matériel? Est-ce que c'est pour faire du marketing? Est-ce que c'est pour recruter, etc. Vous devez être suffisamment précis quant à l'usage du fonds, des fonds qui vont vous être alloués. Et je vous disais dans mes propos que le paysage du financement ou de l'investissement s'est diversifié. Je vous ai beaucoup parlé du capital investissement parce que beaucoup d'entre vous, quand je regarde les statistiques, ce sont des entrepreneurs qui débutent et donc c'est peut-être le type de ressources qu'il faut pour démarrer un projet, mais vous avez également les banques. Alors, à quel moment on choisit entre un capital investisseur et une banque? Ça, c'est le travail que fait le leveur de fonds. Nous, en tant que conseil, on pourra choisir si vous avez un projet alors, en fonction des profils, je vais éviter d'employer des gros montants. Si vous n'avez pas un projet d'1 milliard, il faut savoir que si vous allez voir une banque, la banque ne pourra financer que maximum 70% du coût du projet. Donc, la banque ne vous apportera que 700 millions. Il va falloir que vous trouviez les 300 millions. C'est là qu'un capital d'investisseur peut intervenir, par exemple. Le capital investisseur vous apportera les 300 millions et ensuite la banque vous apportera le reste. Parce qu'une banque ne finance pas un projet dans sa totalité. Elle veut s'assurer que l'entreprise à qui elle prête soit capable d'apporter des ressources également. C'est ce qu'on appelle put your skin in the game, mettre ta peau en jeu. Il faut que tu prennes des risques toi aussi. Sinon, ce n'est pas le rôle de la banque de prendre tout le risque à ta place. Et donc, le capital investisseur qui va venir s'associer à vous, justement, il rentre dans l'entreprise avec vous et donc à ce moment-là, l'entreprise est capable d'apporter les 30% qui lui manquent. D'accord? Donc, ça aussi, il faut faire une structuration et c'est le travail que nous faisons pour justement allouer ou en tout cas décider de la meilleure source de financement. Donc, ça, c'est très technique, mais on pourra en parler pour ceux qui voudront par la suite lorsqu'on aura des entretiens en tête à tête. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand vous mobilisez un investisseur, je vous ai donné l'exemple de la voiture. Vous voulez aller à Pointe-Noire. Dans le jargon, nous, on parle de véhicule. Le véhicule, ce n'est pas le véhicule au sens courant du terme, un engin à quatre roues. Ici, dans le jargon financier et juridique, quand on parle de véhicule, c'est une société. D'accord? Donc, les financiers, ils parlent beaucoup de véhicules, mais sachez que quand un financier vous parle de véhicule, ce n'est pas votre véhicule à quatre roues, il vous parle de votre société, l'entité qui porte le projet. D'accord? Donc, il y a une structuration à faire. La structuration elle va porter sur quoi? Sur les statuts. Quand vous créez une entreprise, que ce soit une SARL ou une SA, vous avez les statuts.
qui explique le fonctionnement de la société. Il y a un travail qui peut être fait au niveau des statuts, par exemple, parce que le statut va définir le nombre de parts sociales ou le nombre d'actions. Eh bien, il y a un travail qui peut être fait sur, il y a une réflexion, pardon, qui peut être apportée sur les actions. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais par exemple, la loi définit ce qu'on appelle les actions préférentielles. Les actions préférentielles, elles vous donnent des droits particuliers selon la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Mais ça, une fois de plus, ça peut faire l'objet d'un entretien tête-à-tête parce que tout le monde n'est pas forcément à ce stade-là. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. L'actionnariat, qui sont les actionnaires de votre entreprise, avec qui a décidé de faire ce premier pas avec vous. C'est très important parce qu'en fonction de la personne qui s'associe avec vous, ça peut être un red flag. C'est-à-dire que si vous vous associez un diable, entre guillemets, mais un investisseur ne viendra pas s'associer avec vous parce qu'il se dit, je ne peux pas être dans une entreprise qui a une personne qui a telle caractéristique. Par exemple, on parle souvent, ceux qui connaissent, on parle de PPE, personne politiquement exposée. Un capital investisseur aura du mal à rentrer dans une société où il y a des personnes politiquement exposées. Parce qu'en cas de conflit, nous connaissons nos pays, il n'est pas probable que la justice aille dans le bon sens. Alors, n'allez pas mésinterpréter mes propos, mais toujours est-il que ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération lorsque l'on constitue l'actionnariat de votre entreprise. Donc, il faut savoir que les investisseurs qui apportent des capitaux ne veulent pas s'associer à certains types de profils, tout simplement. Voilà. Slide d'après. Alors, pendant la levée de fonds, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc préparer ce qu'on appelle une data room. La data room, c'est l'ensemble des informations qui permettent à l'investisseur de prendre sa décision. Vous aurez des informations, on a dit tout à l'heure, des informations administratives. Est-ce que l'entreprise a toutes ses autorisations? Par exemple, si vous êtes une entreprise qui veut qui veut produire de l'électricité, au Congo et dans la plupart des pays dans lesquels vous êtes, il vous faut des autorisations pour ça. Il vous faut des licences de producteurs indépendants d'électricité. Est-ce que vous avez donc votre licence? Est-ce que la société est légalement constituée? Si oui, quel est son capital social? Est-ce que vous avez le RCCM? Donc, toute la paperasse administrative et juridique, vous devez l'avoir. Euh, les documents techniques, qui seront vos fournisseurs? Par exemple, vous dites que vous fournissez des solutions énergétiques. Avec qui allez-vous travailler? Auprès de qui allez-vous acheter vos solutions? Si vous voulez faire une centrale solaire, auprès de qui achetez-vous vos panneaux solaires? Est-ce que les panneaux solaires que vous achetez correspondent à ce que vous voulez faire? Bref, il va falloir donc réunir des informations administratives, juridiques, techniques, commerciales. Est-ce que, par exemple, on a déjà des clients qui vont acheter de l'électricité? Il faut connaître. Est-ce qu'il y a des contrats qui ont été signés? Ça, c'est la data room. Donc, c'est l'ensemble des informations qui vont faire l'objet d'une analyse par l'investisseur qui rentrera au capital de votre société et qui lui permettra de prendre sa décision d'investissement. Pendant la levée, il est important, je l'ai dit tantôt, de mener une campagne intelligente, c'est-à-dire cibler les bons investisseurs et par la suite, donc, en fonction du profil de la personne que vous avez en face de vous, l'investisseur que vous avez en face de vous, adapter votre approche, n'est-ce pas? Cibler les bons investisseurs, je vous ai dit qu'ils ont chacun leur philosophie ou leur politique d'investissement. Ils ont des tickets d'investissement. Si l'investisseur vous dit que lui, il investit dans des projets à partir de 10 millions d'euros, à quoi ça sert pour vous de lui présenter un projet qui a 1 million d'euros? Il ne peut pas vous regarder parce que c'est en dessous de ce qu'il fait. D'accord? Donc, il est important de bien les connaître, de connaître les secteurs dans lesquels ils investissent. Les secteurs, ça peut être la technologie, finance, énergie, etc. Et la zone géographique. Certains investisseurs vont vous dire qu'eux, ils n'investissent qu'en Afrique de l'Ouest. Mais toi, tu es en Afrique centrale. Pourquoi tu vas parler à quelqu'un qui n'investit qu'en Afrique de l'Ouest? Ça n'a aucun sens. D'accord? Donc, il faut bien les connaître. Ensuite, il faut être prêt à négocier. Quelqu'un qui apporte du capital dans votre entreprise, mais il lui faut une contrepartie. Il va vous dire, OK, moi, en fonction de ce que j'apporte, ben, mon apport, ça correspond à 30% de votre capital. Est-ce que vous êtes prêt à céder 30%? Mon apport correspond à 50%. Est-ce que vous êtes prêt à accorder les 50%? Ça fait l'objet de discussion. Enfin, il est important de se faire accompagner. Et c'est la raison, et c'est en ce sens que
la plateforme de Raodat a tout son sens parce que ici, sur cette plateforme-là, vous avez des gens qui sont rompus à l'exercice de la levée de fonds. Mais il est important que vous soyez accompagné de juristes, d'avocats d'affaires. Quand je dis juriste, ici au Congo, par exemple, on croit qu'un notaire peut vous accompagner. Non, ce n'est pas son rôle. Vous devez vous faire accompagner par un avocat d'affaires qui connaît précisément l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE. Quelqu'un qui connaît le droit des sociétés. Quelqu'un qui saura vous expliquer ce qu'est une action préférentielle. Ça, c'est le rôle d'un avocat d'affaires ou un juriste. D'accord? Donc ça, ces points-là vont faire l'objet de négociations et par conséquent, vous devez vous faire accompagner. Slide suivante. Après la levée, quand l'investisseur a décidé d'investir dans votre entreprise, il va donc falloir mettre en place une gouvernance qui réponde aux objectifs qui ont été précédemment fixés. La gouvernance, elle peut prendre la forme d'un conseil d'administration ou comité stratégique. Conseil d'administration, bien entendu, selon la forme juridique de la société que vous avez. Si c'est une société anonyme, oui, c'est un conseil d'administration. Mais si c'est une SARL, ça va être différent. Mais en tout cas, il faudra prévoir une gouvernance. Comment les décisions sont prises dans votre société. Il faudra les investisseurs qui viennent au capital de votre entreprise, au-delà de vous apporter des fonds, ce sont des gens qui vous apportent aussi une expertise que vous n'avez peut-être pas. Ce sont des gens qui vous apportent un réseau. Et ce sont des gens qui vous apportent une crédibilité. D'accord? Donc ça, c'est l'intérêt aussi de faire entrer des investisseurs au capital de une entreprise. Vous devez également anticiper l'étape d'après. L'investisseur ne reste pas avec vous ad vitam aeternam. Il a une durée de vie au capital de votre entreprise. Au bout de 5 ans, il voudra céder ses actions. À qui les cède-t-il? Est-ce qu'il les cède au fondateur de l'entreprise? Est-ce qu'il les cède à un autre repreneur? Bref, tous ces points doivent faire l'objet d'une discussion avant de signer. D'accord? Donc, comme on a mis en conclusion, lever des fonds, c'est commencer une nouvelle aventure avec des partenaires et il faut donc mériter leur confiance chaque jour. Ce sont des gens qui mettent leur argent dans votre capital, qui vous confient de l'argent en fait. Et donc, l'idée, c'est de les rassurer et de mériter leur confiance. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Donc, vous devez avoir une excellente connaissance de votre projet, démontrer que vous êtes capable de le développer. Vous devez convaincre les investisseurs quant à l'impact de votre projet, quant à l'impact social, financier et économique de votre projet. Et vous devez bâtir une équipe solide qui soit de nature à rassurer. Et enfin, vous devez être transparent dans le fonctionnement de votre société. Vous devez donner des informations régulièrement, faire ce qu'on appelle un reporting pour que justement vous puissiez maintenir le lien de confiance qu'il y a avec vos investisseurs. Ainsi s'achève ma masterclass. J'espère ne pas avoir été trop jargonneux. Bien entendu, je suis à la disposition de ceux ou celles qui auront besoin de précisions beaucoup plus techniques. C'est mon rôle. Certains sont à vos avis, donc on peut toujours se croiser. Et pour les autres, vous avez également la plateforme Entourage qui vous permettra, si vous souhaitez approfondir tel ou tel point, qui vous permettra de booker un rendez-vous avec vous pour qu'on discute. Et donc, je suis à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Merci. Merci, merci, merci Loïc. Je ne sais pas si tu voyais toutes les réactions en fait. Comme je partageais mon écran, tu ne pouvais pas les voir, mais depuis, l'audience n'arrêtait pas de t'envoyer des bravos, des cœurs, des pouces depuis le début de la masterclass. Donc là, maintenant, tu les vois en live. Merci beaucoup. Oui, là, Et- je les vois, là. Je vois beaucoup de pouces, je vois des cœurs, etc. En tout Exactement. cas, merci beaucoup. Exactement. Je C'est pense pas, que c'est pas un exercice facile parce que je n'ai pas forcément les gens en face de moi, je ne connais pas leur profil. Et donc, tout je ne à sais fait. pas jusqu'où je peux aller dans mes explications. C'est vrai que tu m'as donné des stats, mais je ne les ai pas forcément en tête. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'on peut, bien entendu, approfondir la discussion. Tout à fait. Ben, dans tous les cas, tu vois, cette keynote, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on offre, qu'on partage avec la communauté les bases de la thématique. Et là, je pense que le contrat a été largement rempli sur cette thématique, comment est-ce qu'on réussit une levée de fonds. Et ce qui était vraiment intéressant dans ta masterclass, parce qu'on a déjà eu une masterclass il y a quelques mois avec Isadora Bigourdan, l'ex-CEO de Digital Mhm. Africa, qui est vraiment restée de rentrer dans le détail technique de la data room. Là, c'était vraiment sur la préparation
Là, ce qui est intéressant avec toi, et c'est pour ça qu'on a choisi ensemble cette thématique, toi et moi, c'était le côté psychologique de la chose. Comment est-ce que les investisseurs africains, comme toi, tu maîtrises la réalité du continent, qu'est-ce qu'ils attendent, comment est-ce qu'il faut les séduire et comment les erreurs à éviter également. Et donc, c'est ce que tu as structuré durant ton intervention. Donc, on a quelques questions qu'on a recueillies en amont pour Bien toi sûr, bien auprès sûr. des inscrits, mais il y a également des personnes dans le live qui ont commencé à poser des questions. Donc, tout à l'heure, on prendra le temps de les parcourir et tu en choisiras quelques-unes sur lesquelles tu veux répondre. Donc, mesdames et messieurs, si D'accord. les questions n'ont pas été envoyées à l'avance, le Q&A est ouvert. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Dans quelques minutes, Loïc les parcourra et répondra à quelques-unes de ces questions-là. Mais on va démarrer avec ceux qui ont joué le jeu, qui ont envoyé leurs questions en amont à Loïc. Alors, donc Très bien. Loïc, comme sans surprise, hein, il y a certaines questions là que tu as déjà couvertes durant ta masterclass. Donc, si c'est le cas, tu apporteras juste des réponses un petit peu light, vu qu'elles ont déjà été parcourues, et on se concentrera plutôt sur les autres questions. Donc, la première Très bien. question pour toi, c'est par rapport au type d'investisseur. Je sais que tu as montré les différentes catégories, mais là, la personne qui a posé la question a dit quels sont les types d'investisseurs réellement actifs sur le continent africain et comment identifier ceux qui correspondent à son stade de développement. Je pense que tu as abordé, mais si tu veux bien développer un peu Oui, plus. tout à fait. Alors, en fonction du stade de votre entreprise, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais par exemple, vous avez des investisseurs qui ne financent que la phase qu'on appelle amorçage, c'est-à-dire lorsque l'entreprise débute. Vous avez des fonds d'investissement, je reconnais un notamment investisseur et partenaire pour le développement. Ils ont un bureau à Douala, ils ont également un bureau à Abidjan. Je connais également, nous avons un partenaire qui s'appelle AFIG, je ne sais pas s'ils nous suivent, qui sont à Dakar et qui financent des opérations dans l'Afrique de l'Ouest. Vous avez Amétis, vous avez Partech, vous en avez, bref, vous en avez plusieurs. Je pourrais, nous, mais je l'ai dit tantôt, hein, mais nos collaborateurs ont une database avec, qui recense tous les capitaux investisseurs qui investissent en Afrique. Et c'est un secteur qui se développe parce que on sait que l'Afrique, je ne dirais pas le prochain, mais en tout cas, c'est l'Eldorado. La population africaine croît. C'est une population qu'il faut vêtir, qu'il faut nourrir, qu'il faut électrifier. Donc, tout le monde, tous les investisseurs s'aperçoivent qu'il faut apporter des ressources. En tout cas, il faut investir en Afrique. Et donc, vous avez aujourd'hui de plus en plus de sources de capital d'investissement qui apparaissent en Afrique et qui peuvent financer des projets selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il y a un travail à faire. Celui qui pose la question aussi, il se trouve en Afrique de l'Ouest. Il y a des capitaux investisseurs en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, etc., à Dakar. S'il se trouve en Afrique centrale, nous connaissons investisseurs et partenaires de développement, etc. Donc, euh, vous en avez plusieurs. Vous avez plusieurs fonds de capital investissement qui interviennent en Afrique. Et naturellement, ces fonds-là ont chacun leur philosophie d'investissement. Et donc, en fonction de votre projet, va se faire le choix. Tout à fait. Et justement, je pense que quand la personne pose la question comment identifier ceux qui correspondent à son stade, je pense que bah, soit la personne fait son exercice lui-même ou soit il fait appel à des professionnels. Toi, tu Euh, viens chez Ariès et nous, voilà. en un clic, moi de tête, je peux vous dire à qui il faut parler, à qui il ne faut pas parler. Exactement. Soit, voilà. Pour moi c'est toujours les deux. On sait que c'est une question de moyens, mesdames et messieurs, c'est sûr. Mais voilà, il y a soit vous faites les recherches, vous prenez le temps, l'énergie, quitte à trouver des éléments de réponse, ou soit vous parlez à des experts qui peuvent, en deux, trois clics, vous débloquer la solution pour vraiment vous identifier les bons fonds et peut-être même vous mettre en relation avec ces bons fonds. Question. C'est le travail que nous faisons. Nous, on est conseil, enfin, on va dire, on va résumer, on est leveur de fonds. Nous faisons du conseil. Nous accompagnons nos clients qui souhaitent mobiliser des financements. Ça veut donc dire qu'en fonction de leur projet, nous allons identifier le meilleur investissement et ensuite l'accompagner dans tout le processus jusqu'à ce qu'on appelle le closing, c'est-à-dire l'étape où l'investisseur décide d'investir dans le projet, dans la société. Tout à fait. Question suivante pour toi, Loïc. Tu as déjà abordé les différentes erreurs, les erreurs fréquentes. Donc, on va pas revenir sur ça. On va peut-être creuser sur les critères d'éligibilité. Quelqu'un demande, Loïc, au-delà des chiffres et des business plans, quels sont selon toi les critères nécessaires pour prétendre à une levée de fonds en contexte africain? Il faut démontrer son leadership. Au-delà des chiffres, il faut démontrer son leadership, il faut démontrer sa connaissance du secteur dans lequel on veut investir. N'oubliez pas une chose, l'argent que vous allez prendre, ce n'est pas le vôtre. D'accord? Je l'ai dit tantôt, je vous ai donné l'image du véhicule qui doit aller à Pointe-Noire. Moi, je ne peux pas monter dans un véhicule si je ne suis pas sûr que le pilote est en état de conduire. Imaginez que le chauffeur est en état d'ébriété.
Vous pensez que je vais monter, je vais lui confier ma vie pour monter dans sa voiture? Pas du tout. Donc, au-delà des chiffres, les investisseurs investissent dans une équipe dont ils perçoivent le leadership, dont ils perçoivent la compétence et dont ils perçoivent la connaissance intime du terrain, du marché dans lequel ils ont besoin de se développer. Donc, Ok. c'est les chiffres. Les chiffres, c'est bien, mais vous devez démontrer que vous avez les compétences, vous devez démontrer que vous avez le leadership. J'ai dit tantôt, comment on réagit en cas d'échec. Vous avez le choix. Soit vous dites, bon, je vais en retraite, soit je me relève et je repars. Ça, ce sont des qualités que les investisseurs recherchent. Donc, dans l'entretien que vous aurez, dans les échanges que vous aurez, ça, ce sont des choses qui vont être passées au crible. On va vous poser des questions qui leur permettront d'avoir une réponse sur qui vous êtes et sur votre aptitude à diriger votre entreprise et sur votre capacité à recevoir les fonds qu'on pourrait mettre à votre disposition. Tout à fait. Donc, on investit dans des hommes d'abord. On investit dans une équipe, dans des hommes. Est-ce que ces hommes-là ont les qualités pour mener à bien le projet? Tout à fait. Et je pense que tu as répondu déjà de manière macro. Excusez-moi pour le bruit, hein. Je pense que tu as répondu de manière macro à la question suivante, Loïc, mais peut-être un peu de détail. On te dit, Loïc, c'est quoi le détail qui change tout? Que recherchent vraiment les investisseurs en examinant les dossiers et quel aspect majeur peut faire la différence entre deux projets visiblement éligibles au financement? Est-ce que ça revient au leadership dont tu viens de parler? C'est le leadership, c'est votre capacité à diriger votre projet, c'est votre capacité à innover, est-ce que votre projet est disruptif, bref, c'est vraiment les qualités humaines qu'un investisseur regarde. C'est ça. On va même regarder comment vous êtes habillé, comment vous vous présentez, etc. Tout ça, ça se voit. L'attention que vous portez aux détails sur vous-même, ben, ça veut dire que vous ferez attention aux détails dans votre entreprise. Hmm. Oui, très bien. On investit dans des personnes. Il faut savoir que contrairement aux banques qui vont dire, nous, on investit, enfin, on prête de l'argent et si ça ne marche pas, on prend les garanties. L'investisseur, il prend les mêmes risques que vous. Ça veut donc dire qu'il est associé aux bénéfices, mais également aux pertes. Il ne va pas vous dire, moi, je veux des garanties comme le ferait une banque. Il ne va pas me prendre une hypothèque ou un nantissement, etc. Il prend le risque au même titre qu'il devient actionnaire de l'entreprise. Ça veut donc dire il se prépare à gagner de l'argent, mais il doit se préparer à en perdre également. Donc, ce qui va regarder au-delà des aspects financiers, c'est l'équipe, le profit de la personne qui vient le voir. C'est vraiment ça qui fait la différence. D'accord. Le profil et l'équipe. Donc, on revient, hein, tout à l'heure, C'est l'équipe. Je tu vous disais, il y ai avait dit tout à l'heure, il y a le trois temps, choses. la Le compétence, temps, la l'argent. compétence, slash connaissance, et enfin argent. Lui, il a l'argent. Mais il veut s'assurer que vous allez vous consacrer à votre projet et il veut vous assurer que vous avez les compétences. Exactement. Voilà, parce que quand lui, il apporte de l'argent, il vient maintenant, il fait partie de votre entreprise. C'est ça. Si l'entreprise s'appelle Entourage SARL avec deux actionnaires, quand un investisseur va venir, il sera le troisième actionnaire. Et donc, lui, il va apporter de l'argent. Mais il veut s'assurer que les dirigeants de l'entreprise vont y consacrer du temps, donc ils ne font pas autre chose à côté. Il veut s'assurer qu'il y a des compétences disponibles pour développer le projet. C'est ça. C'est Et ça. Et je vais vous donner un exemple. vas-y. En 2016, nous avons conseillé une association qui est venue nous voir parce qu'ils avaient obtenu une subvention du pétrolier Total. C'est une association qui faisait dans l'agriculture. Donc, ils produisaient des produits maraîchers qu'ils vendaient aux plateformes au large de Pointe-Noire. Ils ont donc eu une subvention de 100 millions de francs CFA. Ils sont venus nous voir et nous D'accord. dire, mais comment on peut faire? Nous leur avons dit, nous leur avons conseillé de créer une société. Ok. Ils ont créé je crois que c'est une société anonyme. Ils ont créé une société anonyme dont le capital était constitué par l'association qui, elle, avait déjà la subvention de 100 millions, n'est-ce D'accord. pas? Donc, ensuite, ils ont mis en place un partenariat technique avec donc une entité qui leur apportait l'expertise technique qu'ils n'avaient pas. OK. Critère numéro 2. Critère numéro 3, ils ont pu négocier des contrats de vente, c'est-à-dire que leur production était déjà, ils avaient obtenu ce qu'on appelle alors je parle en français, des acheteurs. Il y avait donc des sociétés qui s'engageaient à acheter leur production avec des contrats fermes.
n'est-ce pas? Oui, Donc, cette société-là, avant même qu'elle ne soit créée, juridiquement, avait déjà obtenu une promesse de financement d'une banque. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà les 100 millions. La banque apportait, donc je vous ai dit, un tiers, deux tiers. c'est ça, Ils 70. avaient 100 millions, la banque apportait 200 millions parce qu'ils avaient déjà 100 millions d'espèces D'accord. disponibles. Deuxièmement, ils ont démontré à la banque qu'ils avaient l'expertise parce qu'ils avaient mis en place un partenariat avec des experts qui allaient les accompagner dans leur métier. Et troisièmement, ils ont démontré qu'ils pouvaient rembourser parce qu'il y avait des entités, des entreprises qui s'engageaient à acheter leur production. D'accord? Donc, D'accord. il faut, quand vous construisez votre projet, vous devez vous assurer que ces informations-là soient vérifiables et qu'elles soient documentées. Vous dites que moi, je veux construire une centrale solaire. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, avec qui travaillez-vous pour qu'on soit sûr que vous savez le faire? D'accord. Ensuite, quand la centrale va être opérationnelle, à qui allez-vous vendre l'électricité? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui s'est engagé à acheter l'électricité? Ah non, quand je vais mettre la centrale, à ce moment-là, je vais aller chercher les acheteurs. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez démontrer que quand vous aurez votre infrastructure prête, ben, vous pourrez vendre l'électricité et que quelqu'un pourra l'acheter. Là, ça parle à l'investisseur. Et quand vous démontrez, ça veut donc dire que vous avez c'est preuve à l'appui, c'est un contrat qu'on appelle un PPA, Power Purchase Agreement, ou un contrat d'achat d'électricité que vous allez présenter à votre investisseur pour dire, voilà, moi j'ai signé un contrat d'achat d'électricité. En gros, si la centrale est prête, la société X s'engage à m'acheter l'électricité. Là, ça parle à l'investisseur. Et il vous suit. Vous avez démontré la compétence, vous avez démontré que vous prenez des risques, et enfin, vous avez démontré qu'il existe un marché, que les gens peuvent acheter votre produit ou votre service. Et que vous êtes capable vous-même vous avez démontré votre leadership pour franchir les différentes étapes de votre projet. Tout à fait. Non, je pense que j'espère, hein. Mesdames et messieurs, si l'exemple est assez clair pour vous, envoyez des pouces à Loïc, hein. Faites des pouces, faites des réactions pour qu'il interagisse avec vous. C'est cet exemple palpable de A à Z. Et tu vois, ce qui est intéressant, Loïc, tu as abordé une des questions qu'on avait également pour toi, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, on parle de levée de fonds, mais est-ce qu'il y a des levées de fonds également pour les fondations et les associations? Donc, ton exemple a déjà un peu survolé cette question, donc je vais te la poser pour que tu creuses un peu plus la question. C'était quelles sont les Oui. options de financement disponibles pour les ONG qui souhaitent lever des fonds sans pouvoir offrir un retour financier classique et comment démontrer un retour sur impact ou en nature. Je vous ai donné l'exemple de l'association. Tout à Je fait. pourrais même vous envoyer l'article. C'était l'association des maraîchers de Djibouti. Ils ont mobilisé en tout 386 millions de francs CFA. Ils avaient obtenu une subvention de Total qu'ils auraient pu utiliser pour acheter le matériel dont ils avaient besoin. Mais nous leur avons conseillé de constituer une société dans laquelle ils seraient actionnaires. D'accord? D'accord. Donc, ils ont constitué la société. Ils ont fait un apport en numéraire, puisqu'ils avaient déjà 100 millions de subventions. Ça, c'était leur apport. N'oubliez pas que quand vous faites une société, vous devez faire une société, les actionnaires doivent faire des apports. Vous avez l'apport en numéraire, vous apportez de l'argent, l'apport en industrie, vous apportez D'accord. une expertise, et l'apport j'ai oublié le troisième, l'apport en nature. Vous Nature. apportez un terrain, etc., etc. Donc, est-ce qu'une fondation peut-elle lever des fonds? Directement, je dirais non, même si elle peut avoir des financements, si ce serait des subventions, c'est pas Bien sûr, bien pareil. sûr. Voilà. Mais si je peux dire qu'indirectement, en se constituant en se constituant en société, ou donc en créant une société dans laquelle la fondation, parce que la fondation, c'est une personne morale, OK. au même titre que c'est une personne juridique, au même titre que vous. D'accord? La fondation peut créer une société dans laquelle elle est actionnaire, et c'est cette société-là qui va lever des fonds. Maintenant, je vous ai dit que les investisseurs ont différents profils. Il y en a qui accordent de l'importance à l'impact financier, quels sont les rendements que vont générer le projet, et il y en a d'autres qui accordent surtout de l'importance à l'impact social. Oui. Combien d'emplois seront créés? Combien de femmes peut-être vont travailler dans ce projet-là, etc., etc., etc. Donc ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Je vous ai parlé tout à l'heure de structuration. Structuration, en français facile, c'est comme prendre des briques qu'on empile les unes sur les autres.
Il y a un travail intellectuel, une construction intellectuelle qui doit être mise en place pour répondre à la requête, aux exigences de l'investisseur auquel vous vous adressez. Ça, c'est le travail de structuration, c'est ce travail-là que l'on fait. Si vous nous dites, moi, je suis une fondation, je veux créer une école, on va réfléchir avec vous sur comment on doit structurer les choses, mettre les choses en forme pour qu'un investisseur puisse investir dans votre projet. Mm. Donc oui, je dirais oui, une fondation, une association peut lever des fonds, mais il y a un travail de structuration qui doit être fait pour répondre aux exigences des investisseurs. C'est ça, un travail de structuration, notamment également en termes juridiques. Très important. Exactement. Très bien. Loïc, je vais te poser les deux, trois dernières questions ici parce que tu en as reçu beaucoup, beaucoup dans le live. Bon, moi, je vous ai donné ma matinée pour répondre aux questions. Donc, ceux qui ont des questions à poser, même si T'inquiète, elles ne on sont va, pas forcément, je vais y répondre. bien sûr, on va y venir. C'est pour te montrer l'intérêt. C'est pour te montrer l'intérêt parce que tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas de retours. Mais les retours sont là. Les retours sont là maintenant. Donc, on passe sur les deux, trois dernières questions que nous on a collectées à l'avance. C'est une question qui revient souvent, Loïc, hein. Je pense que toi-même, tu y fais souvent face. C'est cette, je ne vais pas dire peur, mais beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lever des fonds en Afrique vont se dire comment est-ce que je dois faire pour me protéger juridiquement et pour toujours être majoritaire dans ma structure, dans ma répartition en termes d'équity quand je fais la levée de fonds. Donc, c'est une question qu'on te pose sur justement le pacte d'actionnaires ou les outils pour bien se protéger et quelle est la meilleure forme juridique ou structure juridique à adopter dans le cas d'une levée de fonds. Alors, déjà, les relations entre l'entrepreneur slash son entreprise et l'investisseur sont gérées par ce qu'on appelle le pacte d'actionnaire. C'est ça. Le pacte d'actionnaire, il régit, c'est comme un contrat de mariage, c'est un contrat qui régit ce que les uns et les autres vont faire dans le cadre de leur nouvelle association. D'accord? Dans ce Oui. cas, dans ce contrat-là, il y a des clauses spécifiques. Après, il faut que les entrepreneurs fassent preuve d'humilité et aussi de bon sens. Toi, tu n'as pas l'argent, mais tu as l'idée. OK. Mais alors, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas développer ton idée. Donc, accepte de partager le pouvoir. D'accord? Je vous ai parlé d'actions préférentielles. Ce sont des outils juridiques qui vous permettent de mitiger, alors, je vais parler simplement, qui vous permettent de gérer les aspects liés à la détention de capital et du pouvoir. Par exemple, vous avez certaines actions qui vous donnent des droits de vote double. Il faut savoir que quand vous êtes actionnaire, quand vous avez une action dans une entreprise, vous avez des droits politiques. Vous pouvez donc voter, participer à la prise de décision. Vous avez des droits financiers, c'est-à-dire que vous avez droit aux dividendes. Et vous avez enfin un droit à l'information. En tant qu'actionnaire, vous pouvez demander au directeur général de l'entreprise de vous donner des informations sur l'entreprise. D'accord? On va dire qu'une action, c'est un droit de vote, OK. c'est un dividende et c'est droit à l'information. Avec les actions préférentielles, on peut maximiser ou minimiser vos droits relatifs à votre qualité d'actionnaire. Par exemple, vous pouvez créer des catégories d'actions qui vous donneront un droit de vote double, que les autres n'auront pas. Vous pouvez créer des actions qui vont vous donner un accès aux dividendes prioritaires, c'est-à-dire que vous, on vous servira en premier. D'accord? Donc, il y a ce OK. travail-là de structuration qui doit être fait en fonction des objectifs des uns et des autres. D'accord? Donc, pour vous dire comment il faut faire, je n'ai pas de recette miracle ou magique. C'est en fonction du Cas cas de chacun. particulier, du cas de chacun qu'on va arbitrer. Alors maintenant, pour ce qui est de la forme juridique, c'est pareil. La forme juridique, c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a des choses que l'on peut faire dans une SARL et qu'on ne peut pas faire dans une société anonyme. Mhm. Donc, en fonction des objectifs des uns et des autres, on va choisir la meilleure forme juridique. Tout simplement. Voilà. Très bien. Très bien. Je parcours. J'ai une question sur l'avant-levée. Est-ce qu'il y a une meilleure forme juridique à adopter pour l'avant-levée de fonds? Mais je crois que tu y as déjà répondu ça. Non, il n'y a pas de forme juridique appropriée. Je veux dire, Approprié. il en existe plusieurs. C'est Et en ça. fonction des objectifs des uns et des autres, on va choisir celle qui correspond le mieux. C'est ça. Exactement. Et pour l'après-levée, tu as une question. Une fois les fonds levés, comment Mhm. s'organiser pour assurer un bon suivi avec les investisseurs et les erreurs à éviter pour justement éviter les dérives dans l'usage des ressources?
Alors, il faut savoir une chose. Quand les fonds sont levés, lorsque les deux parties se mettent d'accord sur les termes du pacte d'actionnaire. D'accord. Le pacte d'actionnaire régit votre relation pendant toute la durée de l'investissement. Vous allez avoir, par exemple, certains investisseurs qui vont dire, et ça, on a travaillé, une fois, on a travaillé sur un dossier comme ça, l'investisseur va vous dire, OK, moi, j'apporte du capital à votre entreprise, mais je demande d'avoir le choix ou de choisir le directeur financier de l'entreprise. Il peut le dire. Il peut dire aussi, moi, en fonction de ce que j'apporte, je voudrais choisir le directeur général. C'est ce qu'on a dit à Google, par exemple. Et on a choisi M. Eric Schmidt, qui a dirigé Google, en lieu et place de Sergey et de comment il s'appelle, Larry Page, qui ont créé Google. C'est pas eux qui dirigeaient. Il y avait l'investisseur qui a mis de l'argent et a dit, moi, je veux que ce soit M. X qui dirige l'entreprise. Vous allez vous occuper de la direction technique. Mm. L'investisseur peut le dire. Donc, ça va faire tout ce que je viens de dire va faire l'objet des discussions lors de la négociation du pacte d'actionnaire. Et c'est là qu'on va, chacun va dire ce qu'il veut et ça va être discuté dans le pacte d'actionnaire. Une fois que le pacte d'actionnaire est fait, ben, tout le monde doit respecter ce qui a été, ce sur quoi on s'est mis d'accord. OK. Très bien. Donc, ça, c'est l'outil, hein, c'est le pas d'actionnaire. Et peut-être Pacte d'actionnaire. une question qui est totalement dans ton, je crois, qui t'est totalement adressée, c'est par rapport à l'intermédiation. On te demande, Mhm. Loïc, quels outils contractuels, s'il y en a, hein, quels outils contractuels, clause-type, modèle de mandat, etc., recommandes-tu en Afrique pour sécuriser la commission d'un intermédiaire ou un mandataire dans une levée de fonds réussie? Alors, nous, on intervient avec nos clients dans le cadre d'un mandat, hein, d'une lettre de mission, dans laquelle le client nous dit, voilà, je vous demande de mobiliser pour moi X millions de francs CFA ou X milliards. Dans ce mandat-là, on va indiquer le travail que nous allons spécifiquement faire, mais on va également indiquer notre rémunération. Nous percevons pour le travail de structuration des honoraires et enfin, nous percevons également une commission de succès qui est calculée sur les fonds effectivement mobilisés. Donc, cela, nos relations avec nos clients sont encadrées dans ce qu'on appelle une lettre de mission ou mandat. C'est-à-dire que le mandat nous donne le droit de contacter investisseurs et partenaires pour le développement, Amétis, Partech, etc., au nom et pour le compte de la société qui nous a donné ce mandat-là. Et donc, en notre qualité de mandataire, nous allons mener les discussions pour le compte de notre client. Très bien. Je crois qu'on a parcouru les questions principales qu'on a collectées à l'avance. On va marquer 5 minutes de pause, si tu veux bien, Loïc, pour le temps de te laisser reprendre ton souffle parce que tu as apporté pas mal de réponses. Et pendant ce temps, on va te laisser regarder un petit peu les Q&A, les questions qu'on a collectées. Il y a déjà une vingtaine de questions. Il y en a pas mal Mhm. auxquelles j'ai répondu parce que les gens demandaient comment est-ce qu'on parle à Loïc, comment est-ce qu'on parle à Loïc. Donc, je vais prendre ces 5 minutes pour présenter la collaboration entre Loïc et Entourage pour ceux qui veulent parler à Loïc et voir comment Loïc peut les accompagner dans vos projets. Donc, je prends la main pendant 5 minutes pendant que Loïc reprend un peu son souffle et commence à regarder les différentes questions que vous lui avez D'accord. posées dans le Q&A. Donc, c'est juste en bas, là, la petite bulle Q&A. Est-ce que tu la vois, Loïc? Oui, c'est ça, oui, je vois, oui, tout à fait. Donc, on te laisse parcourir tranquillement pendant 2, 3 minutes, le temps que je réponde à la question de comment est-ce qu'on échange avec Loïc Makosso. Donc, mesdames et messieurs, si Mhm. comme moi, hein, vous avez été séduit parce que vous avez entendu. Si, comme moi, vous avez eu les éléments de réponse à vos problématiques, en tout cas des premiers éléments de réponse à votre problématique, et que maintenant vous souhaitez présenter votre cas, parce que Loïc l'a dit ben, à quelques reprises, c'est au cas par cas. Le cas de tout le monde n'est pas adapté pour une réponse globale, donc il faudra échanger avec lui. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, si vous êtes prêt à faire avancer votre projet et vous souhaitez échanger avec Loïc, ça se passe sur Entourage en 3 étapes. Lorsque vous réservez votre session en tête à tête, en privé, pour poser votre problématique à Loïc, c'est en 3 étapes. Première étape, on fait une préparation avec vous en amont afin d'établir une fiche client pour Loïc. De telle sorte que Loïc prépare sa session avant de se connecter. Et quand il rentre dans le call, il vous aide à dresser une feuille de route pratique. Il vient déjà avec des éléments de réponse dans le call parce qu'il a reçu votre question à l'avance, il a reçu votre cas à l'avance. Et après cela, bien sûr, il y a le passage à l'action. Vous êtes beaucoup plus rassuré, plus confiant pour aller de l'avant. Et l'équipe entourage et moi-même, on pourra faire un suivi avec vous pour être sûr que vous arrivez à mettre en pratique les conseils de Loïc. Donc voilà comment ça se passe sur Entourage. C'est en 3 étapes. Si vous êtes prêt à avancer avec Loïc, vous pouvez réserver votre session avec lui. Le lien est dans le chat.
Le lien pour aller sur le profil de Loïc est dans le chat. Avec Loïc, c'est tous les vendredis à 12h GMT. Il nous accorde uniquement 1 heure. Son temps il est très occupé, son temps est très précieux, mais on a réussi à le décrocher 1 heure par semaine. C'est tous les vendredis à midi GMT sur Entourage que ça se passe. Donc, n'hésitez pas à réserver votre créneau pour échanger avec lui dès la semaine prochaine et présenter votre cas et votre dossier et ayez des réponses sur mesure pour vraiment éviter de commettre des erreurs dans votre levée de fonds. La collaboration entre Entourage et Loïc Makosso, comme avec tous nos experts, c'est très simple, hein. C'est une formule d'accompagnement en 3 étapes. Préparation stratégique en amont, 1h15 d'échange avec l'expert et 2 mois de suivi. Et ça a un coût, cette offre d'accompagnement. Ça vaut 300 euros pour vous faire accompagner avec Entourage et Loïc Makosso, donc 200 000 francs CFA. Et on vous a mis un petit code promo aujourd'hui, Loïc 25, qui vous offre droit à 25% de réduction pour échanger dès la semaine prochaine avec Loïc. Donc, ça vous reviendra à 225 euros pour vous faire accompagner par Entourage et Loïc Makosso. Le lien vers le profil de Loïc est dans le chat. N'hésitez pas pour réserver votre session avec lui. Et tout ce qu'on dit là, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, ce n'est pas de la théorie. Il le fait au jour le jour. Je pense que sa masterclass et sa keynote à l'instant vous a convaincu. Et il a déjà fait avec des clients sur Entourage. Et donc, Loïc, j'ai une petite surprise pour toi. Je crois Oui. qu'il y a un de tes clients, je crois qu'il y a Christian qui est connecté et qui voulait témoigner et te faire un petit coucou. Ah, On Christian passe. Peck. Oui, Christian Peck qui est connecté. Il y a un client d'entourage qui a échangé avec Loïc récemment sur sa problématique et qui voulait témoigner durant ta masterclass sur l'accompagnement et les conseils précieux qu'il a eu de toi. Christian, est-ce que tu es avec nous? Je suis complètement vous. Est-ce que vous m'entendez très bien? On t'entend et on Oui, te oui. voit. Christian. Parfait. Bonjour Comment à tous. vas-tu? Je vais très très bien. Je me suis dit que je n'allais pas rater les derniers tips de Loïc. J'ai Tu Merci. n'avais suivi pas, toute la pardon? masterclass depuis le début. Je ne devais Oui, pas Ah, rater les derniers tips de Loïc, donc j'allais assister à toute la ah, masterclass. merci, merci merci Christian Christian. pour ton soutien. Mm. Alors Christian, comment ça s'est passé avec Euh, Loïc? Très très bien. Bah, je vais me présenter pour que les gens me connaissent un peu. Je m'appelle Christian Peck. J'ai 30 ans. Je suis le fondateur d'un bureau de conseil qui s'appelle Vertueux, qui va c'est bientôt ARS Énergie, qui offre des solutions énergétiques au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et c'était pour moi important, parce que j'ai passé la moitié de ma vie en France, c'était pour moi important de rencontrer quelqu'un qui est sur le terrain, sur le continent, qui a l'expérience. Je ne veux pas refaire son CV, tout ce qu'il vous a dit, qui touche à l'énergie, au financement. C'était principalement mes questions. Et Loïc tombait à pic, donc je suis venu avec des questions précises, donc j'avais tout cadré. Et heureusement, j'avais les réponses pardon, pour toutes les questions que j'avais. Et on est allé au-delà, c'est ce qui était formidable, où on a repositionné mon offre. Je vous ai parlé tout à l'heure de solutions énergétiques. Moi, j'avais l'esprit et donc à la discussion avec Loïc, ça m'a permis d'orienter en tout cas mon offre et de ce que je devais apporter. Et c'était très enrichissant du coup, les échanges qu'on a eus. Je ne sais pas si je dois rajouter quelque chose, mais voilà, globalement, c'était ça. Écoute, merci Christian pour ce témoignage. Loïc, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, je tenais à féliciter Christian qui développe son projet et je le félicite pour cette prise de risque parce que les investisseurs aiment justement les personnes qui prennent des risques. Je le disais tout à l'heure et je vais vous parler de mon expérience personnelle. Lorsque moi j'ai créé Ariès Investissement, j'étais en poste à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et quand j'étais à la banque, je percevais lors des discussions avec ceux qui souhaitaient monter des financements auprès de la banque qu'ils avaient des difficultés parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. J'avais envie de le faire, mais j'étais en poste à la banque. Donc, c'est comme si j'avais un camp dans lequel je devais rester. Je ne pouvais pas aller de l'autre côté de la barre de la ligne. Mais j'ai donc là perçu ce besoin d'accompagnement. Alors, mais j'avais une rémunération conséquente quand même à la banque, je dois vous le dire. Et, mais j'avais envie de proposer ce service-là. Mais il a fallu un moment, je me suis aperçu, pardon, que je ne pouvais pas être efficace si je ne consacrais pas tout mon temps à l'activité que je souhaitais développer. Et donc, il a fallu que je prenne une décision. Donc, j'ai démissionné de la banque où j'étais, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, pour me consacrer pleinement à Ariès Investissement. Et je puis vous dire que les interlocuteurs avec qui vous parlez, ils perçoivent que vous leur accordez du temps. Parce que moi, je travaille comme vous, de 8 heures à 18 heures. Mais imaginez un peu, quand moi j'étais à la banque, j'avais un employeur.
Donc, j'étais à la banque de 8 heures à 18 heures. Est-ce que vous pensez que c'est à 18 heures que vous allez parler avec un client, que vous allez parler avec un investisseur sur son projet? Non. Donc, ce que j'applique, ce que je dis aux autres, je l'applique à moi-même. Il a fallu que je consacre du temps à mon entreprise pour qu'elle se développe. Et c'est quand j'ai consacré du temps à mon entreprise que j'ai eu des opportunités. C'est pas l'inverse. Je n'aurais pas les opportunités pour que vous puissiez consacrer du temps. C'est faux. C'est un risque qu'il faut prendre. Bien entendu, il faut le calculer, ce risque-là, il faut s'organiser. Je pourrais parler plus en détail sur comment j'ai fait. En tout cas, c'est un risque qu'il faut prendre. Et donc, j'apprécie la démarche de Christian qui consiste à prendre ce risque-là, justement. Prendre ce risque-là, investir sur lui-même pour avoir les réponses d'orientation et ne pas perdre du temps. Et c'est ce qu'il a fait avec toi, hein, sur Entourage et les C'est ça. conseils que tu lui as apportés. Clairement. Clairement. Christian, tu as un dernier mot ou c'est bon pour ton témoignage? Je pense que c'est bon. Bah, merci. J'espère que vous avez profité de la masterclass. C'était très intéressant, très enrichissant. J'ai pas prévu de lever le fond tout de suite, mais ça m'a donné des idées, en Bien tout cas sûr. pour la suite. Bien sûr. Merci, Christian, pour ce témoignage. Loïc et moi, on te remercie d'avoir pris du temps en ce samedi pour venir témoigner sur comment l'accompagnement s'est passé. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous montrer, hein, c'est des choses qu'on fait déjà. C'est des clients que Loïc accompagne déjà sur Entourage. Donc, si vous voulez investir sur vous-même et avancer sur votre projet, éviter les erreurs, le lien est dans le chat. Loïc, attention pour ton écran. Est-ce que tu peux le recadrer un petit peu? J'ai l'impression. Ah, Voilà. voilà. Là, c'est Ah, vous voulez beaucoup. voir le logo, c'est ça? En tout cas, on veut te voir en entier. Parfait. Donc, je pense qu'on a répondu à la question des gens qui demandaient comment est-ce qu'on parle avec Loïc. Donc, le lien est dans le chat. Vous avez quoi faire. Vous avez même un petit sondage qui va apparaître là à l'écran. Pour ceux qui veulent échanger avec Loïc, on pourra vous assister dès lundi pour vous aider à réserver. Vous pouvez compléter le sondage et on vous contacte. Alors, on passe au Q&A. Loïc, on en a pour encore une vingtaine de minutes. Est-ce que tu as pu parcourir les questions? Il y en a Oui, j'ai beaucoup. vu, il y a de très, très bonnes questions et je pense que je peux y répondre à toutes. Allons-y. Alors, la première question de Monsieur Yinde. Je ne vais pas écorcher son nom. Oui. Monsieur Yinde, je ne sais pas dans quel pays il est, où il dit, peut-on lever des fonds au début d'un projet en Afrique? Je vous ai dit qu'il y a différentes catégories de fonds d'investissement. Vous avez des fonds qui font de ce qu'on appelle de l'amorçage. Les fonds qui font de l'amorçage peuvent, comme leur nom l'indique, apporter des ressources à des sociétés ou à des projets qui sont ce qu'on appelle dans le jargon early stage, c'est-à-dire des projets qui démarrent. Donc oui, on peut lever des fonds au début d'un projet en Afrique. Donc il y a ça, je vous ai parlé tout à l'heure du projet avec les maraîchers de Genoa. Ils étaient early stage, ils étaient à leur début et on a pu lever pour eux 286 millions de francs CFA. Donc oui, je peux même partager à ceux que ça intéresse le lien qui décrit l'opération. Très bien. Alors, ça c'est la question de mon ami Yann Azoumé, est-il possible et comment se Coucou, Yann. protéger de la prise de contrôle des fonds euh, de notre business dans le cadre de l'entrée d'un fonds d'investissement. Alors, je l'ai dit tantôt, ce sont ces discussions-là qui prennent forme lors de la négociation d'un pacte d'actionnaires. Naturellement, si vous faites rentrer un investisseur, vous allez donc renoncer à une part de votre contrôle. Mais je disais tantôt que pour réussir un projet, il vous faut le temps, la connaissance, l'âge, compétence et l'argent. Celui qui apporte l'argent, il doit avoir une contrepartie. D'accord? Mais bien entendu, les questions que vous posez, elles font l'objet de discussions lors de la négociation du pacte d'actionnaires. Et c'est la raison pour laquelle il faut se faire accompagner par des conseils financiers comme nous, mais également un avocat d'affaires qui pourra rédiger au mieux de vos intérêts le pacte d'actionnaires. Donc, lui, on peut se protéger. Euh, Si je reviens à la monsieur, question de, juste, Loïc, la question de Yann, oui? en bas, il a rajouté une note additionnelle. Il a dit, particulièrement quand on a fait appel à un fonds à hauteur de plus de 50% dès le début. Vous avez fait appel à un fonds à plus de 50%. Alors, attendez, je vais voir là, c'est quoi? Bon, je n'ai Loïc pas a toute la dit, question, mais voilà, bon, Yann et moi, on discute sur LinkedIn déjà, donc tout je à fait. pourrais lui donner plus de détails s'il le souhaite. Mais oui, je dirais que le pacte d'actionnaires, il sert à régler les préoccupations des individus. Donc, et pour ça, il faut se faire accompagner par un expert dans la rédaction de ce type de document-là. Voilà, Et Yann, qui est également un expert sur Entourage. Donc, c'est très gratifiant exactement, de voir que les experts viennent également apprendre d'autres experts. Merci beaucoup, Yann. bien sûr. Alors, il y a Fabrice Zakbayou qui dirige un fonds d'accélération de start-up. Il investit en seed et pre-seed tech.
Je veux comprendre comment ça marche au niveau du roadshow pour la levée des fonds. En gros, vous avez un fonds d'investissement et vous souhaitez attirer des investisseurs dans votre fonds, c'est cela? Je crois bien, je pense que je vois. D'accord. Donc, si c'est le cas, il faut effectivement justifier de l'impact de votre fonds déjà. Donc, il faut récemment, par exemple, à chaque année, mais il y a il y a la conférence des investisseurs en capital qui se réunit dans une capitale africaine. Cette année, c'était à Lagos, au mois d'avril. Vous avez l'ABCA, l'AFCA, qui est le rassemblement des capitales investisseurs africains. Ils se réunissent tous là-bas et vous avez tous dans un même endroit. Donc, si vous voulez pitcher votre projet pour lever des fonds, ben, il faudrait aller à l'AFCA. L'année d'avant, moi j'étais à celle de Johannesburg, c'était l'année en 2024 et je ne suis pas allé à celle de 2025 à Lagos, mais en tout cas, tous les capitales investisseurs de l'Afrique se réunissent là-bas. Donc, si vous, Fabrice, vous souhaitez lever des fonds pour votre fonds, mais il faut aller à l'AFCA. Donc, et là-bas, effectivement, vous allez leur présenter votre projet, pourquoi vous voulez le faire, comment vous le faites et surtout quel est l'impact. Ça, ce sont des informations qu'il faudra donner aux investisseurs. D'accord? Parce que un fonds d'investissement, c'est un véhicule dans lequel des investisseurs mettent de l'argent et ils confient cet argent-là à un gestionnaire de fonds qui, lui, maintenant, va investir dans des sociétés. Donc, Fabrice, lui, il est au niveau du gestionnaire. Donc, lui, il a besoin d'investisseurs qui vont mettre de l'argent dans son fonds pour que lui, il puisse à nouveau, qu'il puisse maintenant investir dans des projets. Et donc, ces investisseurs-là dont on parle, ils se réunissent chaque année. Vous en avez qui sont en dehors des conférences annuelles comme l'AFCA. Vous pouvez très bien parler à des investisseurs comme Proparco, BI, les Anglais, la Banque européenne d'investissement, même la Banque africaine d'investissement. Bref, eux, ce sont des DFI, Development Finance Institutions, qui investissent dans des fonds, mais bien entendu, il faut qu'ils vont regarder, ils vont mettre une attention particulière sur l'impact du fonds. Donc, sur ce que vous souhaitez faire une fois que vous aurez collecté des fonds, dans quelles entreprises allez-vous les investir et pour quel impact. Alors, il y a monsieur Ibrahima Sissé qui dit qu'il a un projet agro-business au Sénégal et qu'il souhaite investir dans la culture sous serre en contre-saison et il souhaite lever 3,5 milliards de francs CFA. Et il pose la question, est-ce qu'il faut obligatoirement une garantie réelle foncière pour pouvoir faire sa levée? Je vous ai dit tantôt que en fonction du profil de celui qui va vous apporter des financements, si c'est une banque, naturellement, elle pourrait être tentée de vous demander une garantie réelle. Donc, prendre en hypothèque les terrains. Mais si, par exemple, vous faites appel à un investisseur, lui, il voudra rentrer au capital de votre entreprise. Un investisseur qui rentre au capital de votre entreprise, il devient actionnaire. Et a priori, un actionnaire ne peut pas demander de garantie. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, tout ça, une fois de plus, je ne peux pas vous dire oui ou non. Ça dépendra du projet en particulier, de ce que vous êtes prêt à donner en garantie. Si ce n'est que la terre que vous avez, bah, écoutez, vous la donnerez en garantie, mais bon, dans nos pays, prendre en garantie des terres, ça ne vaut pas forcément grand-chose. Parce qu'après, si vous ne remboursez pas, il faudra saisir le terrain, aller en justice, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure garantie. On peut imaginer d'autres schémas. Mais pour ça, moi, je ne peux pas vous répondre là d'emblée. Je ne connais pas le dossier exactement. Il faudrait qu'on regarde de manière précise ce qui peut être de non garanti. Donc, ce n'est pas forcément une règle inscrite dans le marbre que de donner un terrain en hypothèque. Voilà, donc on pourra en parler par la suite. Monsieur, Monsieur Mienantima Landou, qui me dit que la levée de fonds est une action périlleuse si la préparation n'est pas au rendez-vous. Cependant, comment pourrais-je avoir les services d'Ariès si je suis dans une situation financière problématique? Alors, si vous voulez avoir mes services et que vous n'avez pas les moyens de me payer, vous allez sur Entourage et puis peut-être que en parlant sur Entourage, je pourrais vous accorder du temps pour vous donner quelques astuces pour lever des financements. C'est l'intérêt d'Entourage aussi parce que je m'adresse à des clients qui ne sont, que je n'aurais peut-être pas forcément, en tout cas des personnes que Tout je à n'aurais fait. peut-être pas forcément rencontrées et qui ont besoin d'une information. Tout à fait. Alors, ça c'est gens de Dieu, quels sont les secteurs les plus attractifs pour les investisseurs en Afrique? Alors, ça, chaque année, je vous disais, l'Association des capitales investisseurs sort un rapport sur les tendances du capital investissement en Afrique. Et ce rapport-là, vous avez une version libre d'accès, mais je pourrais toujours vous la donner.
Alors, ce rapport-là montre qu'aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent beaucoup à la finance, donc à investir dans tout ce qui est inclusion, enfin, comment on appelle ça? Moyens de paiement, par exemple, tous les services financiers. D'accord? Les investisseurs s'intéressent beaucoup à ça. Ils s'intéressent beaucoup aux infrastructures, notamment l'énergie. On a dit qu'il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc aujourd'hui, les investisseurs, ce sont des choses qu'ils regardent, ce sont des secteurs qu'ils regardent. On regarde aussi l'agro-industrie. Il faut nourrir les Africains. D'accord? Donc ça, ce sont des secteurs qui sont très tendance. Donc vraiment, l'idée, c'est de pouvoir diriger les ressources vers les secteurs qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, les Africains, on parle d'inclusion financière en Afrique. Beaucoup d'Africains n'ont pas forcément accès aux services financiers. On parle d'électricité, on parle d'agro-industrie parce qu'il faut nourrir une population, on parle d'éducation, la population croît et puis il faut construire des écoles, on parle de santé, on parle des métiers du digital, numérique, etc. Parce qu'aujourd'hui, justement, le digital raccourcit les distances. Et donc ça, ce sont des secteurs qui sont regardés par les investisseurs en 2025. Alors, quels indicateurs, KPIs pour rassurer les investisseurs? Alors, tout dépend du projet, d'accord? Tout dépend du projet et en fonction de chaque projet, dans chaque secteur a des KPIs spécifiques. L'énergie a ses KPI, l'éducation a ses KPI, donc tout dépend naturellement du projet. Et vous-même, en tant que dirigeant d'entreprise, vous savez qu'est-ce qui vous permet de dire que mon entreprise marche ou alors mon entreprise ne marche pas. D'accord? Donc, ça, les KPIs dont on parle, ils dépendent du projet ou de l'entreprise, de l'activité. Alors, quelle stratégie adopter pour se rapprocher des investisseurs afin de leur faire part de ton projet de business? Non, ça, c'est M. Bamoudi. De ton projet dans la situation où ces personnes sont très peu contraintes par le temps. Mais écoutez, il faut parler à Arias Investissement, c'est notre métier. Moi, je vous prête mon temps pour vous aider à lever des fonds. N'est-ce pas, Raodat? Voilà. Donc, si vous n'avez pas le temps, bah, Exactement. et si vous n'avez pas le temps et que vous pouvez payer nos services, mais rapprochez-vous d'Arias Investissement, ça fera un plaisir de vous accompagner. Alors, j'ai parlé sur les KPI. Est-ce que vous avez déjà aidé, ça c'est Monsieur Samuel Quadio, est-ce que vous avez déjà aidé des ONG à faire des mobilisations de financement en Afrique? Alors, je vous ai parlé des maraîchers de Djeno. C'est une association que nous avons accompagnée et qui a pu mobiliser 286 millions de francs CFA. Donc, je pourrais vous donner l'article qui en parle. Euh, quels sont, ça c'est Monsieur Mabiala Séduit, quels sont les critères les plus déterminants pour un investisseur en phase d'amorçage? Alors, un investisseur en phase d'amorçage va regarder l'impact du projet. Le projet répond à quel besoin et dans quelle mesure le projet satisfait-il les besoins pour lesquels il souhaite mobiliser des financements. Donc ça, c'est les critères qu'on va regarder un investisseur, que vont regarder les investisseurs, pardon. Alors, bonjour, Monsieur Makosos. Je voulais poser cette question. Et si je rentre dans un marché où il n'y a rien et je suis le premier en Afrique à faire, comment alors pourrais-je rencontrer des pairs du secteur? Mais ce secteur est dans la tech, juste que la branche prix est encore vierge sur le continent avec énormément d'opportunités. Bon, écoutez, alors, il y a des fonds qui font dans l'innovation. Et donc, clairement, ce sont ces fonds-là, si vous leur démontrez que votre projet est pertinent, qui peuvent vous suivre, tout simplement. Euh, Quelle serait la préparation adéquate pour le cas d'un entrepreneur dont le projet n'est pas de base innovateur? Mais ça, c'est Monsieur Menatima Landou. Il pose beaucoup de questions, Monsieur Landou. Mhm. Mais qui a pour objectif d'apporter une touche de modernité pour se démarquer. Alors, quelle est la préparation adéquate? Bah, écoutez, je l'ai dit tantôt, il faut montrer en quoi votre projet répond aux besoins de la communauté. Et démontrer, il faut que ce soit documenté. C'est ce que je peux dire à ce stade. Alors, je vois que Monsieur Séduit me pose beaucoup de questions, alors qu'il sait qu'on se voit tous les jours. Donc, je vais passer, je vais plutôt répondre à ceux que je ne vois jamais. Alors, en moyenne, combien de temps, ça c'est Monsieur Fumer, combien de temps dure une levée de fonds en Afrique? Alors, tout dépend de la préparation hein, de l'entrepreneur. Nous, on fait du conseil, mais ce n'est pas nous qui allons faire. Nous, notre travail va être de structurer pour que l'opération se fasse, mais ce n'est pas nous qui allons préparer la documentation technique, juridique, sociale, etc., etc. Donc, tout dépend du niveau de préparation de l'entrepreneur. Mais en général, on part sur une durée moyenne comprise entre 6 mois et 1 an.
Alors, Monsieur Ndongo, en tant que start-up de logistique urbaine en phase de pré-amorçage, quels sont selon vous les KPIs prioritaires pour justifier notre valorisation? Par exemple, faut-il privilégier le chiffre d'affaires mensuel récurrent, le nombre de livraisons par mois, le taux d'utilisation de la flotte, etc. Je pense que Monsieur Ndongo a déjà donné tous les KPIs. Vous avez enfin, privilégié, il faut, enfin, le chiffre d'affaires, c'est bien, mais après, vous pouvez affiner avec le nombre de livraisons par mois, le taux d'utilisation de la flotte et d'autres indicateurs. Donc ça, vous avez les KPI, vous les avez déjà donnés. Maintenant, c'est à vous, je pense, d'apprécier votre pertinence. Moi, je ne suis pas, moi, nous accompagnons des entreprises, mais nous ne sommes pas forcément des spécialistes sectoriels, d'accord? Donc, je ne peux pas forcément vous dire au cas par cas quels sont les KPIs. C'est, je pense, aux entreprises d'apprécier leur performance et de définir leurs KPIs. Et il faut que ceci soit pertinent. Alors, à quel type d'investisseur faut-il s'adresser pour une levée de fonds plus précisément à Brazzaville? Alors, tout dépend du secteur. Enfin, on dit levée de fonds, c'est dans quoi? C'est dans Il a l'énergie, c'est rajouté dans microfinance. l'agriculture, c'est dans Il a la rajouté microfinance. microfinance, Loïc. Alors, microfinance, donc il y a des investisseurs qui investissent dans les services financiers. Donc, vous pouvez effectivement, on peut très bien regarder des investisseurs qui investissent dans les services financiers. Monsieur Gomo, alors, qui pose la question. Alors, ça va très vite. J'avais déjà posé la question. Alors, j'avais déjà posé la question à l'inscription. Je la précise. Avant d'ouvrir son capital d'investisseur, comment le porteur de projet peut-il évaluer la valeur réelle de son entreprise, de son projet, et quels sont les leviers pour garder une position majoritaire? Vous voulez tous garder la majorité pour moi, en fait. Ça, je suis curieux de savoir. C'est, c'est, c'est pas Pour une, forcément, c'est pas parce qu'on pour a une la première majorité. levée, pour une première levée, Loïc, est-ce que c'est pas, c'est quand même des questions intéressantes. Pour une première levée où tu fais rentrer des investisseurs, est-ce que garder la majorité n'est pas justement recommandé? Garder la majorité, pourquoi? Vous savez que l'investisseur, vous n'avez pas l'argent. D'accord? Oui, Vous n'avez pas l'argent, vous sollicitez quelqu'un qui va mettre de l'argent. OK? c'est ça. C'est ça. Il faut naturellement que lui aussi ait son mot à dire dans ce que vous faites. Bien sûr. Il ne vient pas là pour qu'on lui impose des décisions. Ouais, D'accord? Il ouais. faut que les décisions qui sont prises soient pertinentes. Donc, je pense qu'il faut créer un équilibre quand même. Il est vrai aussi que un entrepreneur, il est peut-être spécialiste de son métier, il n'apprécierait pas de se faire challenger par quelqu'un juste parce qu'il a mis son argent. Mais je pense qu'on peut maintenir un équilibre pour justement permettre le développement de l'entreprise. Vouloir absolument garder le contrôle n'est pas forcément pertinent, je pense. Mais je dis que c'est pas pertinent. Mais ça doit faire l'objet de discussions profondes pour apprécier les motivations réelles des uns et des autres. Ok. Alors, les questions arrivent au fur et à mesure, donc je ne vais peut-être pas Oui, répondre à toutes, à parce que tous. je vois qu'il y a Il y en a, il y a beaucoup ex- qui reposent des questions au fur et à mesure. Donc, exactement. Il y en a, euh, il y en a une que moi j'aimerais bien qu'on regarde, deux, pardon. Celle de Charles Boukinda. Il n'a pas posé de questions depuis. Il dit, les oui. VC, il faut une loupe pour trouver des projets attractifs en Afrique centrale. Mythe ou réalité? Bon, écoutez, en Afrique centrale, nous avons des besoins. D'accord? En Afrique centrale, quand je dis projet attractif, c'est quoi? C'est un projet qui délivre des rendements satisfaisants pour les investisseurs. Je pense qu'aujourd'hui, en Afrique centrale, il y a des besoins aussi. Nous, par exemple, nous avons créé une filiale qui s'appelle Ariès Énergie qui délivre, qui développe des projets énergétiques parce qu'on répond à un besoin. D'accord? Et nous discutons avec deux investisseurs qui ont manifesté leur intérêt pour nous suivre. D'accord? Donc, dire qu'il n'y a pas de projet attractif, c'est un non-sens. Il y a forcément des besoins qui doivent être trouvés ici. D'accord? Maintenant, il faut les structurer pour qu'ils soient séduisants. C'est ce travail-là qu'on fait. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce que l'on fait, Oui. mais aujourd'hui, nous avons créé, à côté d'Ariès Investissement, nous avons une filiale qui s'appelle Ariès Énergie, qui développe des projets énergétiques et nous discutons en ce moment avec des investisseurs qui ont manifesté leur intérêt pour nous suivre. Donc maintenant, je ne dis pas que l'opération est déjà faite, mais ce que je dis, c'est qu'il nous reviendra à nous de mettre toutes les informations à table pour les rassurer quant à la pertinence de ce projet-là et surtout qu'ils auront des rendements. Donc, il y a des projets attractifs. C'est une région qui a énormément de besoins.
qui ne sont pas encore pourvus. Et donc, il y a de la place pour ceux qui veulent développer des projets qui répondent d'une part aux besoins de leur communauté et d'autre part satisfont les exigences des investisseurs. OK. Et peut-être deux dernières questions, parce que comme tu dis, il y en a plein qui en arrivent, mais il y en a deux questions tout à l'heure qu'on n'a pas reçues. Oui, Bonjour Loïc, comment les investisseurs se comportent quand le projet nécessite en amont une mise à niveau de l'équipe, et ce qui engendre du coup des coûts? Et pour préciser, oui. la personne qui pose la question, Monsieur Rizazi, il précise qu'il est un producteur de films et qu'il gère une société de production cinéma avec son associé. Et donc, sa question a été posée parce que tu as beaucoup abordé cette question de compétences. Alors, très très bonne question. Je vous ai dit tantôt que un investisseur, et on va être précis, un capital investisseur, en plus d'apporter de l'argent, il peut vous apporter une expertise. Tout à fait. Il peut vous apporter son réseau, des personnes qu'il connaît. Si lui, il est là pour maximiser son investissement. Donc, il veut s'assurer que les personnes qui sont en charge de conduire le projet ont les compétences. Si elles les ont, tant mieux. Si elles ne les ont pas, il peut également, via son réseau, mobiliser des personnes qui vont prendre une part active dans le projet pour bien le conduire. Je vous ai dit tantôt qu'un capital investisseur peut demander à désigner le directeur financier d'une entreprise. C'est ça. S'il estime qu'en interne, il n'y a pas forcément les compétences, il peut le faire. Ça fait partie des discussions qui portent sur la négociation du pacte d'actionnaires. Donc oui, l'investisseur, alors c'est la question de M. Rizazi, c'est, euh, La alors question. Attends, je je vais te la la redire. cherche là. Attends, parce que du coup, elle a été traitée. Monsieur Rizazi, il disait donc sa question. ah, il y en a tellement. Voilà. Comment les investisseurs se comportent quand le projet nécessite en amont une mise à niveau de l'équipe ou de la main-d'œuvre, ce qui engendre des coûts? Bon, mais écoutez, dans le coût de l'investissement, ils peuvent intégrer l'intégration de nouvelles ressources humaines. Ok. D'accord? Donc si c'est les ressources qui manquent, ils peuvent intégrer l'intégration de nouvelles ressources humaines pour mener à bien le projet. Très bien. Il te remercie d'ailleurs. Il a répondu. Merci d'être revenu sur ma question, Loïc. Parfait. Et on a trois dernières questions, mais qui tournent toujours au moins autour du même angle, Loïc. C'est Six. est-ce que Ariès Six. Investissement investit directement dans les projets, en plus Non, d'accompagner? Ariès Investissement n'investit pas dans les projets. Ariès Investissement s'appuie sur un réseau d'investisseurs Voilà, pour aider des entreprises à trouver des financements. c'est Donc, ça. nous ne finançons pas en direct. Nous sommes un conseil. Nous conseillons des entreprises qui ont besoin de financement. Et nous le faisons parce que nous connaissons les investisseurs qui pourraient, je parle au conditionnel, financer leurs entreprises. Je pense qu'on a répondu à la plupart des Alors, questions. il y a monsieur Béranger Dossou Yovo qui me Attends, demande si attends. les fonds d'investissement arabes sont fiables. Bon, Ah, OK, a priori, oui. vas-y. Oui, a priori, oui. Pourquoi ils ne seraient pas fiables? Et surtout, quels critères permettent de Quels s'assurer de la critères permettaient fiabilité de d'une s'assurer source de de la financement? fiabilité d'une source de financement? Mais il faut déjà regarder l'historique de l'investisseur qui a déjà financé des projets. Souvent, les investisseurs, ils disent les projets qui sont déjà financés. Ouais, N'est-ce pas? Donc, vous, il faut, et ça, c'est notre travail. Nous, notre travail consiste aussi à checker, entre guillemets, le profit de l'investisseur qu'on apporte. Est-ce qu'il a déjà ouais, fait des projets? Quel projet il a déjà financé? Dans quel pays, etc. Donc, ça, c'est un travail à temps plein que l'on fait pour choisir le bon investisseur. c'est On ne ça. regarde pas s'il est arabe ou sud-africain, ça n'a pas de sens. On regarde est-ce que son approche correspond aux besoins du projet qu'on présente. C'est ça. Non, je pense que la question de Béranger, ce qu'il voulait dire, c'est un point que tu as abordé durant ta keynote. Attention aux démons que vous mettez autour de votre table. Bien sûr. Tu Donc, vois. oui, il faut. Mais c'est pour ça il faut se faire accompagner. Il faut Mm, discuter et il faut. C'est vrai que tout le monde veut avoir l'argent vite. Oui, mais à quelles conditions? c'est ça. À quelles conditions on a de l'argent? À quelles conditions on a des fonds? Ça, c'est prévu par le pacte d'actionnaires. Donc, il faut regarder. Il faut négocier avec minutie le pacte d'actionnaires. Très bien. Écoute, je propose que pour les questions, on en arrête là, si tu veux bien, Loïc, parce qu'il y en a, ça continue de Oui, parce venir. que je pourrais passer la journée.
Exactement. Et la Et plupart ont déjà puis, été répondus. Moi, je vais vous inviter les dernières personnes qui posent des questions à regarder la masterclass à nouveau parce qu'il y a plein de questions auxquelles Loïc a répondu, notamment par rapport au KPI, post-levé, les erreurs à éviter ou les pièges à éviter pour griller son cash. Donc, toutes les réponses ont été abordées durant la keynote. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a la plateforme Entourage. Le lien du profil de Loïc est dans le chat. Il y a déjà quelqu'un, Loïc, qui a réservé une session. C'est pour te dire. Là, il y a quelqu'un qui a booké une session la semaine prochaine. Vendredi prochain, tu es d'accord, pris. Tu nous accordes ok. ton heure déjà pour entourage, pour te dire la Il bonne n'y a pas nouvelle. de souci. Et Ok. puis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de Brazzaville et qui se posent des questions. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on ne voit pas. Monsieur Mabiala, c'est lui que je vois là qui pose beaucoup de questions. Lui, je ne veux même pas répondre à ses questions parce Ah, il sait où me voir tous les jours entre 5h30 et 6h30. Donc, ces questions, ceux qui souhaitent me voir, je suis à Brazzaville, que sur mon actualité sur les réseaux sociaux et pour pouvoir échanger avec moi très, très facilement. Il y a pas de souci. Après, tout maintenant, à fait. je ne peux pas répondre à toutes les préoccupations. Il faut aussi faire un tri dans les projets que vous présentez et ceux qu'on juge pertinents, mais avec plaisir, on vous accompagnera. Exactement. Et je vais prendre 2 minutes, Loïc, si tu veux bien, pour te Donc, poser. Moi, c'est une question pour toi. Comment tu peux. C'est quoi l'expertise que tu veux mettre à disposition de la communauté Entourage? Quand ils réservent une session avec toi sur Entourage, de quoi tu veux, comment tu peux les accompagner? Si tu peux brièvement nous résumer cela. alors, moi, je fais du conseil en financement de projet. Donc, concrètement, on peut les accompagner sur la structuration juridique et financière d'un projet. On peut leur donner des conseils. Je pense que ce qui entourage répond à une problématique que nous avions, en ce sens où il y a des requêtes qu'on ne peut pas traiter directement parce que ces personnes n'ont peut-être pas forcément les moyens, les ressources pour payer le service, ou alors leur projet ne correspond peut-être pas forcément au type de projet que nous pouvons suivre, mais c'est toujours un plaisir de partager la connaissance. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour l'acquérir, mais je suis désireux de pouvoir la partager, que ce soit la connaissance juridique, financière. Je peux donner des conseils, Oui. mais bien entendu, je ne pourrais pas faire. Oui. Je peux donner des conseils, je vais vous dire de regarder dans telle ou telle direction, et à charge pour ces personnes-là de regarder dans la direction que j'indique, etc. Mais on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut casser sa tirelire pour solliciter les services d'un expert. Je vais vous donner un exemple que j'ai eu une fois. Il y a un client qui est venu et il me dit oui, mais vos services sont trop chers. Je dis écoutez, cher par rapport à quoi? Il me dit oui, c'est trop cher. Je dis écoutez, c'est très simple. Vous avez le choix de ne pas payer nos services. Sur ma table, vous avez le code bleu là, le code WADA, que je peux vous donner. Vous allez le lire. Et puis, vous aurez, en lisant le code WADA, vous aurez sûrement la réponse que vous cherchez. Soit vous me payez et je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur, soit je vous donne le livre, vous lisez vous-même. Ok. Voilà. Donc, il a vu l'épaisseur du livre, il a dit, bon, je préfère vous payer. Je dis, ben, voilà. Tout à fait. La connaissance a un Et coût. ça a un Vas-y. coût et souvent, l'incompétence coûte beaucoup plus cher que la compétence. Donc, quand on dit que vos services sont chers, c'est cher par rapport à quoi? Ben, essayez l'incompétence, vous verrez ce que ça vous coûte. Je pense que tu as eu exact. Ça peut me mettre le mot de la fin, mais j'ai encore une question pour toi parce que Vas-y, je t'en prie. tu as bien conclu. Donc, tu viens de nous résumer ce que la communauté entourage peut s'attendre en venant échanger avec toi. Moi, j'aime bien poser la question dans l'autre sens. Est-ce que toi, tu as des préoccupations actuellement? Est-ce que tu as des challenges? Et est-ce que tu as des choses sur lesquelles la communauté entourage peut t'aider justement quand ils viennent te parler? Oui, alors, nous, au niveau d'Ariès, nous avons besoin de ressources aussi. Nous avons besoin de ressources. Je vous ai dit que nous développons avec Ariès Énergie les projets énergétiques. Nous avons besoin de ressources. Moi, je ne suis pas un énergéticien, d'accord? Et donc, D'accord? ça peut être utile aussi de discuter avec des gens qui ont déjà développé des projets énergétiques. Donc, c'est un échange, je pense, win-win. C'est ça. Donc, Très en bien. ce sens, la communauté entourage me permettrait aussi de rencontrer des experts
qui sont déjà passés par là où je souhaite passer par la suite. Exactement. Et si tu as des offres de pause pour nous, tu nous envoies et nous, on partagera avec la communauté, bien évidemment. Bien sûr, Mesdames et bien sûr. messieurs, on arrive à la fin de notre masterclass. J'en profite juste pour préciser que Entourage sera à Paris. On va rencontrer la communauté Entourage à Paris. Loïc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques temps, on organise des événements physiques pour permettre aux experts d'échanger de manière privilégiée dans le cadre d'un dîner avec la communauté Mhm. Entourage. Donc, si toi également, Loïc, tu voyages bientôt, tu nous préviens un petit peu à l'avance et on pourra informer notre communauté dans le pays dans lequel tu vas pour organiser un petit dîner privé pour que la D'accord. communauté puisse échanger avec toi, avoir des conseils. Donc là, nous, on va à Paris le mois prochain pour organiser cette rencontre physique entre quatre de nos experts, dont Yann Azoumé, avec qui tu parlais, Nguer Sarr, Loïc Makosso, un compatriote à toi qui est basé à Paris, un entrepreneur et qui travaille sur les industries culturelles et créatives et le gaming, et un expert mystère qui nous rejoindra. Donc, c'est le moment pour la diaspora qui est connectée de réserver leur place pour être avec nous le vendredi 13 juin pendant 3 heures pour apprendre, échanger, s'inspirer et networker avec les meilleurs d'Afrique. Donc, voilà la petite information que je voulais préciser. Et bien sûr, samedi prochain, à la même heure, il y a notre expert, Monsieur Hassan Ijazi, qui va prendre la place de Loïc et qui va également nous former et nous sensibiliser sur son expertise, qui est comment est-ce qu'on investit dans l'immobilier à Abidjan. Il est très précis. Il a dit, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas en Afrique de l'Ouest, c'est à Abidjan. C'est un expert de l'immobilier à Abidjan, c'est un promoteur immobilier et il va vous apprendre sur comment investir dans l'immobilier à Abidjan. Les opportunités stratégiques, est-ce une opportunité stratégique, pardon, ou un mirage spéculatif? Ça se passe samedi prochain à 10h GMT sur Entourage et c'est l'expert qui prendra la place de Loïc. Et c'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Et j'aimerais bien demander à toutes les personnes présentes de se joindre à moi pour envoyer plein de messages, plein de pouces, plein de cœurs, plein de réactions à M. Loïc Makosso, qui a pris de son temps ce samedi, 2 heures de son temps ce samedi, pour venir nous former, nous faire grandir à ses côtés sur la levée de fonds, comment réussir une levée de fonds en Afrique. Et c'est ce qu'on fait avec Entourage et nos experts. Comment est-ce qu'on accélère notre trajectoire avec la connaissance. Merci Loïc. Le mot de la fin est pour toi. Merci à tous et je ne vais pas être long. Je vais vous féliciter pour l'investissement que vous faites. Consacrer le temps, c'est la première ressource que l'on a. Et le temps, le succès que l'on a dépend de comment on utilise le temps que nous avons. D'accord? Donc, vous avez choisi de consacrer votre temps à votre formation. Donc, naturellement, vous rencontrerez le succès et que je vous souhaite d'être. Donc, félicitations à vous tous qui avez pris votre temps ce samedi pour répondre à l'invitation de Raoudat et apprendre. Donc, moi, je suis toujours disposé, disponible. Et je dis toujours que il n'est de richesse que d'hommes. Et alors, les hommes, la valeur des hommes dépend de l'investissement qu'ils font sur eux-mêmes. Et donc, félicitations pour ce que vous avez fait en consacrant du temps pour apprendre. Et je vous invite à poursuivre parce que bon, moi, j'ai parlé pendant 2 heures, mais en 2 heures, on ne peut pas forcément expliquer comment on fait une levée de fonds. Ce que ça intéresse, je vous invite beaucoup à lire, à vous informer. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, c'est en lisant régulièrement, suivant l'actualité financière sur le continent que j'ai pu rencontrer les acteurs du secteur. Et donc, je vous invite à faire pareil et à vous perfectionner et à atteindre l'excellence en investissant en vous. Donc, félicitations à vous tous. Félicitations à vous. Merci Loïc. Et le lien de la prochaine masterclass, de l'Afterwork de Paris, du profil de Loïc, tout le lien est dans le chat pour ceux qui demandent. Donc, prenez quelques minutes pour prendre dans le chat. Merci Loïc et à très vite. Et à vous, mesdames et messieurs, je vous dirai à samedi prochain sur Entourage pour apprendre encore. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Rodat. Au revoir. Bon week-end à tout le monde.